Ah, yes! Voilà, Dominique, je te laisse la parole sur cette histoire de veau là, qui nous interpelle quelque part, quoi, parce que souvent de grandes querelles naissent autour de ça, du goût, moi j'aime ci, mais comment ça fait que t'aimes pas ça, j'aime les carottes, j'aime les navets, etc. Oui, les goûts, les couleurs, et donc c'est un questionnement que tout le monde a, comment ça se fait que lui il aime ça et moi j'aime pas ça, et des fois presque on en viendrait à se taper dessus parce que moi j'écoute telle musique, toi t'écoutes telle musique, ta musique c'est de la merde, etc. Quoi. Donc voilà, le jugement de goût et le jugement du beau, mais je laisse Dominique préciser tout ça, il va faire beaucoup mieux que moi. Ça fait 10 000 ans, hein, quand même, au moins. Hein. Il y a cette espèce de contradiction entre un point de vue qui consiste à dire les couleurs et les goûts, ça ne se discute pas, vous avez déjà entendu ça. Les coups et les douleurs, oui. Les coups et les douleurs, on en discute dans la vie, les couleurs, non. Soi-disant. Et pourtant, on ne discute que de ça, depuis 10 000 ans. Il y a un paradoxe. Plus on dit qu'on n'en discute pas, tout ça. Chacun ses trucs. C'est très à la mode, ça, surtout dans une société dirigée par le capital, je ne fais pas la politique, mais simplement, je veux dire, c'est-à-dire aux libres entreprises où chacun est un peu dans sa bulle, n'est-ce pas, individuellement. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'universel, il n'y a rien qui se communique, il n'y a rien de commun, il n'y a pas rien de communiste, encore moins. Et ça se tient, tous ces mots. Hein. Et donc, pourquoi discuter de trucs qui sont l'affaire de chacun et de chacune? Je pose le problème, je ne résous rien. Hein. Vous voyez, il faut quand même assumer la manière dont on pose les problèmes. Il ne faut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, ou bien on dit ça se discute pas, c'est l'affaire de chacun, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'en venir au point, n'est-ce pas? Quand toi tu écoutes le deuxième quatuor de Borodine, que l'autre écoute un groupe de rock ou inuit. Voilà. Ou bien il se passe ce qui se passe souvent entre mecs. Je précise entre mecs exprès, je mets des guillemets à mecs. Vous savez, il y a des mecs entre eux comme ça. Et moi, j'aime les petites blondes, moi, les grandes brunes, moi. Les petites bouclées, machin. Ils sont tous là, chacun avec leur goût, soi-disant. Et puis, il y a une fille qui passe splendide, peu importe si elle est rousse ou brune. Ils sont tous en train de se retourner. Tous. Il n'y en a pas un qui. Il n'y en a aucune qui correspond à ce que chacun avait dit. Et ils sont là. Moi compris. Je crois que le beau, c'est plutôt cet ordre-là. C'est l'exemple que je viens de donner. Quand il s'exprime, qu'il est la forme d'une symphonie de Mozart ou d'un solo de guitare électrique, je veux dire, il fait unanimité. Mais encore faut-il être en contact avec lui, parce que quand tu dis c'est un peu l'affaire de chacun, méfiez-vous de ce relativisme culturel qui vous donne l'illusion que vous avez la liberté d'aimer ce que vous voulez. Mais en fait, on vous met en contact avec rien. Donc vous avez l'illusion d'avoir le choix alors que vous ne connaissez rien. Vous n'avez le choix qu'entre que ce que vous entendez à la télévision et à la radio, c'est-à-dire toujours la même chose. Je profite pour rappeler que ça fait 60 ans que la musique écoutée par les jeunes, entre guillemets, sont les 9/10 des jeunes, je précise après ce qui reste du 10e restant, est une musique qui ne bouge plus depuis 60 ans. Je suis dans les paradoxes, je m'excuse, mais ça c'est mesurable ce que je dis, c'est pas une opinion malheureusement. J'aimerais bien que ce soit une opinion qu'on peut critiquer, mais malheureusement on n'est pas dans l'opinion, on est dans le savoir. Là. Ça veut dire que c'est une musique qui a la même métrique, je fais exprès, hein, qui ne bouge plus, une fois qu'une mesure a commencé, prenez un rock, prenez un rap, prenez un reggae, le point commun c'est qu'une fois que ça a commencé, vous êtes sûr que ce sera la même mesure après jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'il y aurait de l'embrouille au moment où j'arrive au plus important. Je vais tout dire là, si vous me mettez comme un commissariat de police, les projecteurs dans les yeux. Pas de projecteur dans les yeux, pas de flash et tout. Genre, les journalistes ils savent ça, pas de flash. Là. Voilà, donc vous voyez, on me donne l'illusion que
que j'ai... Hervé, assieds-toi, t'es gentil. Merci. On donne, parce que ça me masque le public, ça nous donne l'illusion qu'on a le choix entre les différentes musiques et que je prends celle qui me plaît, c'est pas du tout ce qui se passe. Moi, les jeunes avec qui je discute n'ont connaissance d'aucune autre musique que de celle du marché. Je leur ai dit, vous connaissez, qu'est-ce que j'ai dit, le deuxième quatuor de Borodine, il dit, c'est qui Borodine? Oui. Ah, le classique, j'écoute, on laisse son classique, c'est-à-dire qu'on laisse déjà 12 siècles de musique bagatelle, et hyper différentes les unes des autres. Vous doutez bien que la polyphonie du Moyen-Âge et puis les symphonies de Beethoven, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, bon, mettons même tout ça de côté. Prenons la musique d'aujourd'hui, la musique qu'on fait aujourd'hui dans les îles Salomon, dans le cœur des Pacifiques. Vous connaissez les polyphonies chantées par les insulaires des îles Salomon? Non plus. Ah, vous comprenez hein? Le jeune dont je parle, là, il ne connaît pas tout ça. Non, ah bah alors vous connaissez certainement les solos de Clifford Brown à la trompette, un des plus grands trompettistes de l'histoire du jazz. Clifford Brown, c'est qui celui-là? Tu connais quoi en musique? Ah ben je connais Michael Jackson, je connais, ben voilà, tu connais ce que le marché te donne, ce que tout le monde connaît, quoi. Que tout le monde connaît sans rien connaître. La preuve, oui, je vais nous donner la preuve. Tu ne connais que la musique qui ne bouge pas. Qui se répète, une fois que tu as connu la première mesure, le rythme ne va pas bouger jusqu'au bout. Vous êtes d'accord, là, c'est pas une opinion. Dans le rock, ça ne s'arrête pas le rythme une fois que ça a commencé. C'est une musique qui ne bouge plus. Il peut y avoir de l'excellent rock et du mauvais, c'est un autre problème, ça. Quand vous dites ça j'aime pas, vous parlez de vous ne parlez pas de la musique en question. Vous parlez de vous, c'est Spinoza, un philosophe qui a très bien vu ça. L'idée que Pierre a deux pôles exprime plus l'état du corps de Pierre que l'état du corps de Paul. Je peux vous le traduire en français si vous voulez. Oui, c'est assez simple si vous écoutez. Hein. L'idée que Pierre a deux pôles nous renseigne plus sur Pierre que sur Paul. Si vous réfléchissez un peu. Ben oui. Donc quand quelqu'un me dit « moi j'aime pas Mozart » ou bien « moi j'aime pas le rap hein, », ça revient même. Ben, il n'a pas changé une seule note de l'œuvre de Mozart, s'en fout Mozart, vous savez qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Mais il m'en apprend sur lui, le pauvre gamin il ne connaît pas. Et qu'on on lui a chouravé son héritage, surtout que c'est ça qui est grave. Parce que ça fait partie de votre héritage tout ça. De droit, vous êtes en droit, vous êtes héritier des musiques de l'humanité. Que ce soit la musique traditionnelle chinoise, les symphonies de Mozart, vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes héritier de ça. Et surtout cet héritage, on ne vous donne que le rikiki des musiques qu'on diffuse à Skyrock ou à France Musique. Hein. Je fais exprès de prendre des répertoires différents, voire opposés, où chacun est dans sa bulle. Vous voyez, je commence par là. J'ai pris des exemples plutôt de l'oreille que de l'œil, mais ça revient au même. Parler du beau. Déjà, il faut quand même opérer une distinction entre le beau artistique et le beau naturel. Parce que tu as demandé, est-ce que le beau c'est naturel? Je ne fais que répondre aux questions que tu m'as posées. Je suis là pour ça. Je ne veux pas imposer les questions, mais beau naturel, en principe, vous savez, vous avez les réponses aux questions. Hein. C'est Platon qui disait, le premier qui nous a laissé une œuvre philosophique écrite, Platon quand même. Hein. C'est important, parce qu'après il y en a beaucoup qui ont répété ce qu'il a dit, c'est le premier. Platon disait toute connaissance et remémoration. Vous connaître, c'est se ressouvenir, comme vous voulez, ça vient un peu même. Ça veut dire que connaître, c'est, bon sang, prendre connaissance que je connaissais la réponse, mais j'avais oublié. Ah, vous voyez, j'avais oublié que je savais. Vous savez que le beau artistique et le beau naturel, c'est incompatible, puisque vous savez que dans la langue, naturel s'oppose à artificiel, oui ou non? Vous dites bien, voilà des fleurs naturelles, et puis voilà des fleurs en plastique, vous le savez ça. Vous savez que les fleurs en plastique, on ne dit pas qu'elles sont naturelles. Je ne vous apprends rien, là. Ça vous le savez. Mais vous n'assumez pas ce que vous savez. Vous cherchez s'il n'y a pas du beau naturel. Écoutez, il faudrait savoir, ou bien le beau est artistique, ou bien il est naturel. Je viens de le montrer, artistique, artificiel. Écoutez bien, artistique, artificiel, c'est écrit dedans, A-R-T, dans les deux cas. C'est pas moi qui le dis, c'est dans les mots. Je n'essaie pas de parler à la place des mots, je leur rends la parole. Si les mots ne parlent pas, tu vas parler. Il y a des gens qui donnent des définitions arbitraires. Non, moi je me mets à l'écoute des mots. Vous comprenez? C'est mon métier. Voilà. Donc tu comprends pourquoi on en vient à la baston. C'est parce qu'on ne précise pas tout ça. On arrive avec nos opinions, alors qu'on devrait finir par s'entendre. Je tiens mon exemple des 15 mecs qui se retournent vers la nana qui passe là. Je fais exprès de dire mec et nana. Hein.
Beaucoup de respect pour les hommes et les femmes, rien à voir. Mais voilà, pour montrer qu'on parle, on croit avoir nos opinions, et en fait, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas. C'est l'objet qu'on aime qui nous apprend ce qu'on aime. Là, je suis obligé de devenir un peu abstrait. Je ne veux pas être démagogue, il faut bien que je vous apprenne aussi des choses un peu compliquées. Compliquées quand on ne les connaît pas, hein, c'est bien plus simple que, croyez-moi, que de réparer un évier. Philosophie, c'est pas plus compliqué que la plomberie, mais chacun ses spécialités. Mais je veux dire par là, je voudrais arriver à une distinction que Kant, un philosophe du XVIIIe siècle allemand, qui nous laisse à peu près la première œuvre qu'on peut appeler une esthétique au sens moderne du mot, une théorie du mot, hein, sa fameuse critique du jugement, une critique de la faculté de juger, il y a Urteilskraft, comme vous voulez. Kant, vous voulez dire Kant à la française, aucune importance. Kant distingue les jugements déterminants des jugements réfléchis. Là, c'est bien abstrait l'histoire. Une fois qu'on a les définitions, tout ça est archi simple. Jugement déterminant. Ce marteau, il est bien fait. Sous-entendu, je sais à quoi il doit servir. À enfoncer le clou sur le mur où je vais accrocher mon tableau, et je dis qu'il est bien fait quand il remplit bien la fonction que je lui assigne. C'est-à-dire que le métal n'est pas propulsé dans la cuisine pendant qu'il me reste le bois dans la main, qu'il ne m'écrase pas le pouce, quand voilà, il est bien fait. Et ça, pour savoir si une chose est bien ou mal faite, eh ben, il faut toujours rappeler à quoi elle doit servir. Ça a l'air de rien, mais si je dis ce stade est bien fait, moi je dirais peut-être, ça dépend, c'est pour refaire du foot ou du hockey sur glace. Vous êtes d'accord que ce n'est pas les mêmes contraintes. Donc ça ne veut rien dire bien ou mal fait si on ne sait pas à quoi ça sert. Or, on le voit, le stade, il est là, on l'a sous les yeux, mais c'est à quoi il doit servir, ça, c'est pas sous les yeux. Ça, il faut poser la question. Vous voyez, la fin, c'est ce qui n'est pas là. C'est ce qui est là-bas. Télon, téléologie. Et au loin, télévision, voire au loin. Voilà, c'est les choses que je rappelle. Vous allez voir, j'ai l'air de m'égarer, mais je suis en plein emploi du sujet. Je vais vous y ramener, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il dit Kant avec l'histoire du jugement déterminant réfléchi? Les premiers, c'est ça, jugement déterminant. Je dis que je fais un jugement de valeur, ce marteau est bien fait parce que je connais sa fonction et je vois qu'il la remplit bien. Et puis il dit il y a les jugements réfléchis. Alors ça, c'est quoi? C'est quand je ressens du bienfait, un bienfait, mais bon sang, je ne connais pas le but, je n'ai pas pensé. Tenez, je vois une chemise en vitrine et je dis ah, elle me plaît. Là, on est dans l'esthétique. Ah, je trouve qu'elle est jolie. Ah, elle est belle, elle me plaît bien. Ah ben si j'avais du blé, je l'achèterais bien. Bon. Et pourtant, je peux dire, quelle est la fonction de ce qui me plaît? Je ne peux pas le dire. Je constate qu'elle me plaît d'abord, je ne peux pas dire que ça sert à quelque chose, je ne peux pas dire que c'est parce qu'il y a des lapins dessus, c'est rare que j'achète une chemise avec des lapins dessus. Mais vous voyez, c'est souvent abstrait, une chemise, hein, des rayures, des poids, ou rien du tout, ou uni. Et il dit, ah, elle est jolie. Ben, le beau, ça fait partie, vous voyez, c'est un jugement de valeur, vous êtes d'accord, hein, c'est beau, c'est laid, c'est un jugement de valeur. Ce stade est bien fait, c'est un jugement de valeur, que je peux justifier quand je dis qu'il est fait pour le foot et que voilà, le gazon est bien coupé, il n'y a pas trop d'eau, très bien. Et puis ça s'oppose à des jugements d'existence. Ce stade mesure 600 mètres. Ça, c'est pas un jugement de valeur, ça se mesure, tout le monde se met d'accord avec un double de 6 mètres, si on a la patience. Voilà. Vous voyez, vous distinguez bien les jugements de valeur, hein, qui supposent un but qu'on poursuit, et un jugement d'existence. Cette eau me fait du bien parce que j'ai soif. Voilà ce que je suis en train de dire. Il y a toujours un but, une fin qu'on oublie, un désir. Voilà où je dois en arriver. Voilà où je vais en arriver. Une chose, nous la trouvons belle quand elle nous plaît. Donc quand elle procure un plaisir. Parce qu'il y a des gens, hein, vous leur dites... Qu'est-ce qui fait que tu la trouves belle? Eh bien, parce que ça me plaît. Ça s'appelle une tautologie. Ça veut dire deux fois la même chose. Hein. Et pourquoi elle te plaît? Parce que je trouve qu'elle est jolie. Ben voilà. On tourne un peu en rond. Soyons sérieux. On a dit qu'on se mettait des mots, eux, ils nous renseignent. Elle me plaît, elle me procure un plaisir. Si elle me procure un plaisir, c'est qu'elle vient satisfaire un désir. Ça, c'est différent. C'est pas pareil, un plaisir et un désir. Parce que si vous avez un désir qui n'est pas satisfait, c'est une douleur. La soif, vous savez, j'ai vécu dans les pays déserts, la soif quand il n'y a pas d'eau, c'est dur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si on ressent un plaisir à voir une chemise, à voir un tableau,
avoir une personne qui vous plaît, etc. Du point de vue esthétique, je parle, hein, pas qui vous plaît à cause de ses qualités morales ou parce qu'elle vous a donné une certaine somme d'argent. Non. Quand on éprouve un plaisir esthétique, quelque chose en nous, un désir en nous est satisfait. Voilà. S'il nous plaît, s'il nous procure un plaisir, c'est la preuve qu'il vient au-devant d'un de nos désirs. Mais lequel, voilà ce qui est propre au jugement esthétique. C'est qu'on ne sait pas, on ressent le plaisir d'abord, il faut chercher pourquoi après. C'est pas comme le marteau où je sais avant à quoi il doit servir. Ça, c'est le jugement déterminant. Laissons-le tomber, ça n'a rien à voir avec l'art et avec le beau. Maintenant, vous comprenez la différence avec le beau. Je ressens un plaisir et je dois chercher mes bons sens. Pourquoi le fait que la chemise soit comme ça me procure un plaisir? Et alors là, vous avez cette humiliation que nous avons devant le beau, heureuse humiliation. C'est que je dois me tourner vers l'objet pour avoir la réponse. L'objet en sait plus sur moi que moi. Vous vous rendez compte? La philosophie, ça a commencé par un fronton à Delphes, connais-toi toi-même. Et voilà que, un peu humiliant, j'apprends que la chemise en sait plus sur moi que moi. Moi, je croyais que j'aimais les chemises comme ci, comme ça, hein, les filles, les petites brunes, bouclées. Et tout d'un coup, je vois une fille qui n'a rien à voir avec tout ça, et bon sang, elle me flash. Ah, c'est qu'elle en sait plus sur moi que moi. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, Non, mais j'introduis le problème. Je ne le clôt pas, hein, comment je vais clore un truc comme ça. Je ne le clôt pas. Mais je rappelle, premièrement, bilan un petit peu de ce que je viens de dire, pour être clair, pour ne pas noyer le poisson, que nous ne sommes pas dans un monde de libéralité où chacun a le choix de prendre ce qu'il veut et d'aimer ce qu'il veut, c'est pas vrai. Il faut être en contact avec les choses pour dire après qu'on a le choix. On est en contact avec presque rien, surtout dans le monde actuel où il y a une uniformisation sans précédent de la consommation esthétique. Une standardisation aussi. Je donne un exemple, c'est ce que je suis en train de dire, voilà, c'est ça. Merci, standardisation, uniformisation, et donc le contraire du choix. Hein, c'est Ford, le fabricant de voitures, qui disait la publicité, ça consiste à faire croire aux clients qu'on peut acheter une voiture de n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit noire. Lui, il savait le monde dans lequel on est entré. Il est un de ceux qui nous y a fait entrer. Il y avait son portrait dans le bureau d'Hitler, hein, toujours, je vous le dis au passage, Henry Ford. Il est un immense admirateur de Ford. Et Ford a beaucoup financé Ford. Ne vous égarons pas, c'est pas le sujet. Il y avait Ford et puis il y avait Taylor. Oui, c'est différent, c'est différent. Taylor, moi je le défends, moi. Taylor, Ford, c'est différent. Ça, je parle des sophistes, là. On peut faire croire aux clients qu'ils peuvent acheter une voiture. Des menteurs. Hein, une voiture de n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit noire. On te fait croire que tu es libre alors que tu n'as jamais été aussi soumis. Il y a une musique qui n'a jamais été aussi monotone et on te fait croire que c'est la musique que demandent les jeunes. Voilà, j'ai de la suite dans les idées. Si c'était que des idées, on n'en serait pas là. C'est grave ce que je suis en train de dire. Je dis ça parce que j'ai eu le bonheur, je faisais allusion à votre générosité tout à l'heure, grâce à vos sous, d'avoir pu être chef de projet d'une école de musique dans un des pays les plus pauvres du monde, au Niger, à côté du Mali, au sud du Sahara. Je dis que c'est grâce à vous parce que c'est financé par l'Union européenne. L'Union européenne a un budget qui est fait avec vos impôts, avec les citoyens. Mais oui, avec les impôts des citoyens de tous les pays membres de l'Union européenne. Donc je vous remercie. J'ai jamais si bien gagné ma vie. Et puis il s'agissait de musique, c'était bien. Bref. Le pauvre gamin. Donc, et là, j'ai fait comme élève des Nigériens, des Béninois, des Togolais, vous voyez, ça pas des gens qui étaient par les mêmes cultures, donc je sais à peu près de quoi je parle quand je parle de brassage. Je fais un petit peu le bilan de ce que je viens de dire. Premièrement, c'est pas vrai qu'on a le choix. Pour avoir le choix, il faudrait un détour par l'éducation, c'est un petit peu le sujet de notre causerie d'hier. Par une éducation artistique, qui ne consiste pas à dire voilà ce qui est beau, voilà ce qui est laid, ça c'est stupide, c'est dogmatique, mais qui consiste à dire écoute, voilà, maintenant tu as le choix, tu peux décider, n'est-ce pas, entre le deuxième quatuor de Prokofiev et le Xème morceau de tel groupe de Dance Boy ou je sais pas quoi, tu peux faire ton choix. Moi je vous garantis que tous les jeunes à qui j'ai fait faire ce choix-là, sans hésiter, n'est-ce pas, on bondit dans la musique classique, c'est quand même qu'il y a une diversité prodigieuse selon les siècles où elle se déploie. C'est pas moi qui l'aurais imposé, hein, je veux dire. Mais mince, je connaissais pas ça. C'est un rappeur, je parle de Borodine, ça fait 2 fois que j'en parle, qui me dit
Remets-moi le thème de Borodine, là, c'est bien pour faire une boucle pour mon rap, ça. C'était joli quand même. Voilà. Donc, il y a ça, premièrement. Et deuxièmement, j'ai fait une distinguo entre le beau naturel et le beau artistique en nous rappelant que l'artificiel s'oppose à naturel. Et que certains philosophes, je pense à Hegel, que je connais un petit peu mieux que les autres, non pas que les autres qui en parlent, mais que les autres philosophes, je veux dire. Et Hegel a dit que la nature est une copie de l'art. Vous pensez tous spontanément le contraire, n'est-ce pas? L'art est un peu une copie de la nature. Le vrai artiste, c'est celui qui a produit, comme le bon photographe, exactement ce qu'il y a devant. Ce qui fait qu'on ne peut jamais dire, dans cet art qui est de l'ordre de la copie, que la terre est bleue comme une orange, pour reprendre un vers célèbre de Paul Huguen. Mais, ce qui fait dire ça, je vous prends un exemple très simple. Parce qu'au départ, c'est évident qu'il y a le beau artistique. Voilà, cette maison, qui est le fruit d'un travail, d'un art, même d'un artisanat. Ça suppose aussi des connaissances artisanales, pas seulement artistiques. Ce que peut faire tel matériau, tout ça. Là, l'italien a dû jouer un rôle. Son excellent maçon, son décorateur. Et le beau naturel. Alors là, c'est un beau pour lequel il n'y a aucun travail humain, il n'y est pour rien. La beauté, je ne sais pas moi, des glaces du Corendon, la beauté du désert, c'est magnifique. C'est ces boucles. Ou de la forêt, ou des bocages. Dans les environs de Saint-Dizier, il y a des endroits admirables. Comment ça s'appelle? Heurville. Heurville, quand même. C'était joli. Si. Mais si, je suis corse, moi je suis difficile pour les paysages. On confond pas avec l'abbaye de Trois-Fontaines. Non, les bords de la Marne près d'Heurville, c'était ravissant. Je suis sérieux. Et Joinville, on y est, on est déjà Joinville. Là, c'était vraiment une splendeur. Bon, donc, on parle de beau naturel. Encore, je prends des exemples. Le pont de Joinville, il n'a rien de naturel. Et les petites maisons au bourg, encore moins. Il a fallu du travail, de l'effort et de la sueur humaine et de l'intelligence. Tout ça, quand même. Ça, c'est pas naturel. Mais pour en revenir au beau qui serait naturel, le désert, le Groenland, etc. Remarquez bien qu'il n'y a pas si longtemps qu'on juge ça beau. On peut même le dater, ça date de la fin du XVIIIe siècle. Vous ne trouvez aucun texte avant qui parle des beautés de la nature. Tenez, je prends un siècle juste avant, je vais arriver à ce qui se passe au XVIIIe siècle, mais je prends un siècle juste avant, le XVIIe. Madame de Sévigné, et elle papote dans chacune de ses lettres. Papote bien, on écrit très bien. Quand elle passe à travers les Alpes, parce qu'elle allait voir souvent sa fille à Grignan, dans la Drôme, certains d'entre vous connaissent, c'est très beau. Grignan. Quand elle passe devant les Alpes, elle tirait les rideaux dans la diligence. Parce que les Alpes, c'était l'horreur. La montagne faisait peur. C'était un monde d'effroi. Crétin des Alpes, comme on disait. Il y avait des gens abrutis, pauvres, et les boîtes. Alors maintenant, il y a un tourisme de la montagne. Encore ce qui vous parle, nous on a la mer, la montagne, on a tout. Surtout des abrutis, on a chez nous-mêmes aussi. Je parle de mes compatriotes souvent. C'est ceux qui mettent les Français dehors et en dessous les Arabes dehors. Ça veut dire qu'il n'y a que nous les Corses qui sont bons, quoi. Bon, allez, c'est pas tous les Corses, ne vous inquiétez pas. Je peux le dire librement ici, je suis en terre libre ici. Je dis ça à Bastia, je mets 4 pneus crevés. Méfie. Donc voilà, il n'y a pas si longtemps qu'on trouve le décor beau. Alors pourquoi Dominique, est-ce que c'est pas Rousseau? Je finis juste ça, parce que c'est un point capital, sinon je vais perdre le fil. Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle? Les deux révolutions qui font le monde dans lequel vous et moi nous vivons maintenant. Voilà, la révolution industrielle anglaise, bravo. La révolution politique. Et la révolution politique française. C'est ça qui se passe au XVIIIe siècle. Il a fallu, la révolution industrielle, que la nature recule pour qu'on commence à la trouver jolie. Qu'elle menace, qu'elle arrête de menacer. Qu'elle arrête de nous terrifier. Voilà. Non mais c'était simplement par rapport à ce que tu disais et aux Alpes, je pensais à la Nouvelle Héloïse de Rousseau, où c'est lui qui nous fait aimer les Alpes. Est-ce que c'est ça c'est une illustration de ce que je viens de dire. Hein. Il est bien connu en littérature que la première fois qu'on a des textes qui expriment la beauté de la montagne, c'est la Nouvelle Héloïse de Rousseau, on est en plein fin XVIIIe siècle. Dans un texte admirable, des lettres où il écrit à Julie, je suis parti triste de mes peines et consolé de votre joie. C'est un sommet de la poésie en prose que je vous recommande. Mais jamais on avait exprimé la beauté de la montagne avant ce texte-là. Et est-ce qu'on peut dire la même chose pour les brumes de Turner aussi? Mais bien sûr, on est en plein.
Et dernière, tu parles des brumes de Turner, vous connaissez certainement les uns les autres, ou quelques-uns, quelques-unes d'entre vous, ce peintre Turner qui est d'une modernité ahurissante pour l'époque. On est au début du XVIIIe siècle et on est encore plus impressionniste que chez Monet, pratiquement, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit trop dans la brume? Parce qu'il y a des tableaux qui seraient presque abstraits, complètement abstraits, au sens du XXe siècle, s'il n'y avait pas un petit motif figuratif, c'est-à-dire une locomotive qui vient percer la brume. Nous sommes déjà dans l'invention du chemin de fer. On n'est plus dans le bocage du XVIIIe siècle et de l'Ancien Régime. Voilà, donc on est... Vous voyez, c'est important ce que je suis en train de dire, parce que vous avez l'impression que c'est tellement beau, les glaces du Groenland, j'y arrive, ou la beauté du désert, que c'est tellement beau qu'on sent que les hommes ont toujours trouvé ça beau. Allez expliquer à un Touareg que le désert est beau. Sauf si son petit frère est directeur de l'agence au voyage d'Agadez. Il va vous faire la pub, bien sûr. Parce qu'il sait très bien que les Blancs, ils aiment le désert. Mais bon sang, hein, j'ai bien fréquenté les Africains pendant longtemps, j'ai eu la chance que la lecture et l'écriture m'aient été apprises par des instituteurs africains, j'ai une grande belle culture de la région. Comment on dit? C'était au Bénin, qui s'appelait Dahomey à l'époque, ça remonte toi. Eh bien, ce qui est le plus terrible pour un Africain, c'est de rester en panne, en brousse, avant d'arriver à la capitale. C'est le plus terrifiant. C'est pas beau. La brousse, c'est le monde des génies, des trucs inquiétants, et voilà. Ce qui est beau, c'est là où c'est bien régulier, où c'est sécurisé, où les hommes peuvent se promener sans trop de danger. Qu'est-ce qui se passe donc à cette époque-là pour que d'un seul coup, justement, il y ait cette résurgence du beau et qu'on se mette à trouver à la fois les Alpes belles? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a quelle bonne question. Donc il y a ça, et puis bon, je vais relier ça à, tu as parlé de Kant et de la critique du jugement, donc, mais Kant est carrément presque un rapprochement entre le fait que nous éprouvions un sentiment de satisfaction et qui nous plaît et la morale. Donc je vous cite Kant, hein, prendre un intérêt immédiat aux beautés de la nature, toujours en ce qui concerne la nature, hein, je regarde le paysage, je regarde la mer, etc. Prendre un intérêt immédiat aux beautés de la nature est toujours l'indice d'une âme bonne. Donc il y a quand même quelque chose là qui est profondément révolutionnaire aussi, hein, c'est-à-dire que quand on contemple quelque chose, un paysage, et que nous éprouvons de la satisfaction, c'est parce que ça relève de la bonté naturelle, quoi. Il y a une association entre voyons, la beauté... Oui. Alors bon, je vais te laisser la parole sur ce sujet, mais on est dans la révolution copernicienne, la révolution morale aussi. J'ai compris, je fais une pré-réponse justement, puisque tu me cites un philosophe allemand. J'ai visité le camp de concentration, un des plus connus, celui de Buchenwald, n'est-ce pas? À Weimar. Enfin, 3 km. C'est le plus beau paysage d'Europe. Je parle de la région de Weimar. Cette région s'appelle la forêt de Thuringe, Thüringerwald. C'est vrai que c'est une merveille. Et à l'entrée du camp, j'ai visité à l'époque où il y avait encore un pays qui a disparu, qui s'appelait l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne orientale, la DDR, la RDA, comme vous voulez. L'Allemagne communiste à l'époque de la guerre froide, bref. Et bien sûr, comme c'est un camp, Auschwitz c'était surtout les juifs, Buchenwald c'était surtout les prisonniers politiques, les résistants, etc. Je peux vous expliquer la suite. C'est très important, non? C'est immense, hein, c'est plusieurs kilomètres. Et à l'entrée, le régime avait laissé un panneau avec une citation de Goethe, écrivain allemand par excellence, écrivain national. Et la citation ne parlait pas du camp, bien sûr, qui n'existait pas, mais disait, c'est directement direction sur Kant. Quand on voit ce paysage de la Thuringe, et spécialement la forêt de Buchen, Buchenwald veut dire bois de hêtre, hein. Buchen c'est les hêtres en allemand. Quand on voit le paysage de la Buchenwald, on ne peut qu'avoir l'âme remplie par des sentiments élevés. Le sommet de l'humanisme allemand, Goethe, sur les lieux même du sommet de la barbarie. Donc j'ai un doute sur la parole de Kant, que quelqu'un qui trouve qu'un paysage naturel est beau est forcément bon. Nos petits nazis adoraient le paysage. Je dis ça parce qu'on essaie de vous rendre tous écolos sur les bords par les temps qui courent. Hein. Avec la COP 21, là, on est dans le cette espèce naturalisme, d'obscénité qui
qui dure depuis des semaines, qui nous est rabâché par ceux qui nous ont dit que tout affaire cessante, votre problème c'est la dette. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, c'était la dette. Hein. Ah, si vous continuez à être endetté, ça ne pourra pas continuer comme ça. Ah, je n'invente rien. Et puis on va oublier tout d'un coup. Ah non, c'est Daesh le problème. Ah ben non, c'est le réchauffement de la planète. Ah. Je comprends que les Français commencent à en avoir ras-le-bol, vous savez qu'on est pour des imbéciles. Il faudrait savoir, hein. Il y a l'urgence absolue. Bon, non, je dis des choses graves. On croit que parce que j'admire le paysage, je suis un homme bien. C'est grave, des choses comme ça. Vous savez qu'Hitler faisait partie de sociétés contre la vivisection des animaux, qu'il était végétarien. Vous savez ça ou pas? Faut le savoir, faut le dire aux jeunes. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, il sera gentil plus tard, il aime bien les animaux. » Oui, c'est ça. Et donc, j'en connais que plus ils aiment les animaux, plus ils détestent les hommes. Ça aussi, vous l'avez déjà remarqué. Et je suis terrifié de voir le nombre de jeunes, c'est pas de leur faute. Quand je parle de jeunes, je parle de très jeunes, surtout des gamins, des moutards, des infants, comme on disait dans l'Antiquité, ceux qui sont à peine au stade de la parole, du stade fatigue, qui regardent la télévision et qui ont une haine de l'homme en la regardant. Regarde, maman, l'homme qui a gâché les paysages, là, qui a tué tous les animaux, ils ont une haine de l'homme et une adoration de la nature. Vous savez, je ne sais pas ce qu'ils deviendront ces gamins plus tard, mais c'est inquiétant. J'espère qu'ils ne vont pas diriger l'humanité, ceux-là. Hein. Parce qu'on peut aussi liquider l'humanité et ne garder que les paysages. Hein. Il y en a qui rêvent que de ça. Mais oui. Alors que Rousseau, à la fin de l'admirable troisième lettre à Malesherbes, lorsqu'il est dans le paysage, comme ça, avec une exaltation qu'il est le premier à avoir exprimée, dit « J'avoue que mon âme ne pouvait pas longtemps laisser déserte la terre ainsi parée. Je la pleurerai bientôt d'être seul dans mon cœur. » Rousseau reconstitue une société imaginaire, et c'est bien qu'on ne peut pas être heureux tout seul dans un décor. Et chassant bien loin les préjugés, l'opinion et la facticité, je m'entourais d'êtres dignes de les habiter. Je me formais un siècle d'or à ma fantaisie, ce qui va donner le contrat social. Voilà, j'ai agité pas mal de matériaux, je ne voudrais pas monopoliser la parole, et je suis sûr que ça vous incite à poser des questions, mais j'ai été un peu obligé, un peu brutalement, de prendre le contre-pied d'une brutalité qui n'est pas dans le monde, qui est dans les choses, et plus réelle, et qui nous entoure, et qui nous assaille, et qui nous agresse, voilà, et qui nous menace. Non, mais c'est très bien, Dominique. Moi, j'aimerais que tu me parles de quelqu'un qu'on a en commun aussi, hein, Arthur Rimbaud. Dans le prologue de la saison aux Enfers, je vais vous lire ce que dit Rimbaud quand même. Déjà dit, si je me souviens bien. Ah bah tu... Non, non, je t'en le dis. Excuse-moi. Donc effectivement, jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Donc ça, bon, voilà, on est déjà dans le... Là, c'est dans le prologue. Hein. Et je me suis enfui. Il faudrait relier ça avec le adieu qui termine aussi le recueil. Mais bon, c'est tellement magnifique que je vais vous le lire jusqu'au bout. C'est écrit par un gamin qui avait 18 ans. Ça. Il n'avait pas 20 ans quand même. Chapeau quand même. Attention. Hein. Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui. Ô sorcières, ô misères, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leur fusil. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai joué de bons tours à la folie. Le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien, où je reprendrai peut-être appétit. La charité, cette clé, cette inspiration prouve que j'ai rêvé. Tu resteras hyène, etc. Se récrit le démon, qui me couronna de si aimables pavots. Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Ah, j'en ai trop pris. Mes chers Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée. Et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés. Attention quand même.
Donc je vous redis quand même le début. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Alors là, franchement, on change encore d'époque là. Entre cette admiration qu'on a pour la beauté, donc avec Kant, avec Rousseau, et là Rousseau prend la beauté sur ses genoux, l'injurie. Alors est-ce que, bon, je te livre mon interprétation, après je te laisse la parole, est-ce que Rimbaud est en train de nous dire qu'il a fait un peu le tour de la question, qu'il a été jusqu'aux confins de la folie, qu'il a joué avec la beauté, qu'il s'est rendu compte que la beauté finalement était complètement déconnectée du réel, de la réalité, et qu'il fallait peut-être aussi en passer par là pour revenir, et tu vas le citer sans doute dans le Adieu, pour être rendu au sol, pour redevenir paysan. Est-ce que, donc, la beauté, il faut la mettre sur ses genoux, et quoi lui dire? Au début, j'ai cru que tu parlais d'une femme, en fait. Et moi, j'ai ressenti Peut-être, comme ça. peut-être. Je me garde très bien d'avoir une autre interprétation, parce que je me garde bien de toute interprétation devant des textes d'une telle beauté. Déjà. Oui, non, mais attention, je vais être précis, je vais dire, interpréter c'est toujours douteux. C'est mettre de soi dans quelque chose qu'on n'a pas fait, je vais dire. Il ne faut pas interpréter une œuvre, il faut la restituer. Il n'est pas dégoûté par hasard d'avoir rencontré la beauté. Non, mais je précise, il ne faut pas interpréter, c'est un élément, il y a un élément de subjectivité. C'est mon interprétation, c'est ton interprétation, c'est son interprétation. Qu'est-ce que ça vient faire, ces différences de trucs devant des choses aussi importantes, tout de même? Ça veut dire que Rimbaud, c'est rien, ça dépend de toi, d'elle, de lui, c'est quoi? C'est-à-dire quand on enlève toi, lui, elle, il reste rien, enfin quand même. Il parle de la beauté et puis quelque part il est déçu. Non, 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 mais il y a les réponses, t'inquiète pas, dans le texte. Moi, je reviens au texte. Je n'ai pas envie de spéculer derrière le texte entre les lignes. C'est trop grave, c'est trop sérieux, c'est trop beau surtout. Pour mettre nos sales pattes, si je puis dire. Ça peut être moi, hein. Au début, il dit ça, oui. La beauté, voilà, c'était que au début, ma vie était un festin où tous les vins coulaient, c'est-à-dire qu'il était comme vous et moi, il y a un début où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout est beau, il y a une période d'âge d'or, d'enfance, ce que vous voulez. Et puis, une fois qu'il a mis sur ses genoux, ça veut dire qu'il est en contact avec, que ça cesse d'être un spectacle. Parce qu'un spectacle, c'est quelque chose d'éloignement, il y a une distance. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que la beauté est esthétique, je vais revenir sur ce mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais qui est capital pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Allez non, j'y vais tout de suite. Vous savez ce que c'est que aller subir une anesthésie en chirurgie? C'est-à-dire vous couper de la sensibilité, des sens. Parce qu'il ne faut pas oublier l'origine des mots. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas parler à leur place. Eux, ils parlent très bien les mots. L'esthétique, c'est le monde des apparences. Ce n'est pas le monde du réel. Donc toute esthétique ne peut que décevoir, quelle qu'elle soit, je veux dire. Car ce n'est qu'un miroir, le monde esthétique. C'est le monde de ce qui apparaît, ce n'est pas le monde qui est. Pas. Vous avez un superbe coucher de soleil sur la mer. Je reviens à ce qu'on appelle le beau naturel. Pour expliquer un peu ce que Hegel a voulu dire, il a dit que la nature est une copie de l'art. D'accord? Vous voyez, on dirait de l'or liquide. Ça vous arrive, hein, des fois le soir sur la mer. De l'or liquide. Splendide pomme de brûleur. Prenez, faites l'expérience. Prenez un verre. Pop! Vous le plongez dans l'or liquide, oh, déception, regardez le verre, transparent, H2O. Il y a du chlorure de sodium, c'est de l'eau salée, c'est de la mer. Il ne reste plus rien de la splendeur. Vous voyez, tout ça était pipeau, c'était en surface que la mer est dorée comme ça, à cause du reflet quand le soleil la touche. D'accord? Mais en profondeur, dès que vous faites un millimètre de profondeur, il n'y a plus rien de tout ça. L'être de la mer est indifférent à cette beauté. Cette beauté, il n'y a que pour nous qui la regardons de l'extérieur comme un spectacle, comme une esthésis, comme une apparence. N'oubliez pas ça. C'est pipeau, ça veut dire que ça ne correspond à rien. Attendez. Quand je rêve, de ma grand-mère, c'est pipeau. Ma pauvre mère, elle est morte. Hein. J'essaie de me la rendre présente alors qu'elle est absente, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que ça ne correspond à rien, ça veut dire que je l'aimais, quand même, si j'en rêve encore même. Vous voyez ce que je veux dire? Quand même, ça réalise un désir, comme dirait Freud, tout simplement mon rêve. Hein. Donc je n'ai pas dit que ça ne correspondait à rien. Mais ça veut dire que si nous aimons ce coucher de soleil sur la mer, c'est que ça nous rappelle quelque chose. Vous vous rappelez Platon, toute connaissance et remémoration.
il y a un petit peu de continuité dans ce que je baragouine quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce déclin, cette espèce d'apogée, cette richesse qui se fond sur elle-même, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle l'apogée de la vie, juste avant que la vie décline. C'est ça, un coucher de soleil. Mais l'équivalent dans l'année, c'est l'automne. Quelles sont les couleurs de l'automne? Une profusion d'or. Vous êtes d'accord? D'or, de richesse, de jaune, de rouge, de pourpre. C'est l'époque des fruits. C'est l'époque du luxe. Voici venir les temps vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums plongent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. C'est Baudelaire, vous voyez? C'est des poètes de la décadence, du déclin, du coucher de soleil, d'une civilisation qui est en train de se noyer dans sa propre volupté et de passer la main à une autre époque. Ça va donner la guerre de 14, tout ça. Carnage. Donc voilà, hein, c'est beau un coucher de soleil sur la mer, mais c'est beau comme une apparence. Ça nous rappelle quelque chose. Ainsi meurt un héros, par exemple. Hein, ça peut être la fin tragique d'un héros. Voilà. Donc, c'est pas la nature qui est belle, c'est quelque chose en l'homme qui est beau, mais que l'homme avait oublié. Et que tout d'un coup, vous voyez, comme tout à l'heure pour ma chemise, hein, que je voyais en vitrine, quelque chose d'extérieur lui rappelle ces vérités profondes à lui, à l'homme. Seul un homme, seul un être qui va mourir et qui sait qu'il va mourir, parce que les animaux ne savent pas, l'homme sait qu'il va mourir. Seul un être qui sait qu'il va mourir peut trouver qu'un crépuscule où l'automne est belle. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant? Et il y a un écrivain qui a très bien dit ça, un peu moins connu que Rousseau, même beaucoup moins, qui s'appelle Sénancour et qui a vécu juste après Rousseau, sa première génération après. C'est peut-être celui qui a le plus finement analysé ce qu'on a appelé pendant plus de 100 ans le mal du siècle, pour exprimer la modernité. Il a dit ceci: le printemps est plus beau dans la nature. Mais l'homme a tellement fait que l'automne est plus douce. C'est beau, hein, comme contraste. Le printemps est plus beau dans la nature, pas plus beau qu'un printemps. Mais l'homme a tellement fait que l'automne est plus douce. Donc ça suppose une histoire pour que je trouve l'automne douce. Vous savez, ça suppose qu'il m'en revient des choses à la mémoire inconsciente. Mais d'après ce que tu dis, là, si je comprends bien, tu as l'air de dire que le regard de l'homme, de n'importe quel individu, se met à rêver parce qu'il trouve beau un coucher de soleil, une montagne, un arbre, un brin d'air, une pâquerette. Et pour toi, ça serait faux parce que dans son imagination, s'il va un peu plus bas ou s'il approfondit la chose, c'est moche. Je ne suis pas d'accord. Non, je n'ai pas parlé de moche. Hein. Non, mais moi, c'est pas l'ajoute. Hein. Non, toi, tu as dit comme ça que le coucher du soleil, Oui. Tu plonges ton verre dans l'or du coucher du soleil disparaît, c'est que de l'eau, du H2O avec le soleil. Mais l'imagination de l'homme, quand il a envie de voir les choses belles, il les regarde à sa façon. Pour moi, je trouve ça merveilleux. Et sans aller dans... Tu l'as dit, l'imagination, c'est une image. Je suis d'accord avec Imaginaire, toi. c'est le contraire de réel. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai pas dit que ça n'existe pas. Moi, quand je vais me promener dans les bois, que je vois un brin d'herbe qui me plaît, je le regarde avec fascination. Mais tu as bien raison. Et qu'est-ce qu'il est magnifique, ou une pâquerette, ou peu importe. Et bien moi, je le fais 50 fois par an, ce que tu dis, au moins 50 fois par an. J'adore ramasser les champignons, c'est bien l'automne, ça. Oui, bien sûr. Et même si on ne trouve pas, le décor est tellement beau qu'on se régale. On est bien d'accord. L'automne, je suis d'accord avec toi. Voilà. On est bien d'accord. Mais, je suis dit, on aime une image, c'est-à-dire on aime une surface. On ne s'occupe pas de ce qu'il y a à 1,50 m en dessous de la terre et tout ça. Le réel, on s'en fout. On va pas regarder en dessous. Le réel de la nature, on s'en fout. Mais dans ce cas-là, il faut l'assumer dans le discours. Il ne faut pas dire que c'est la nature qui est belle, c'est notre regard, comme tu dis. C'est notre imaginaire. Eh bien, nous sommes parfaitement d'accord. Donc il ne faut pas que tu dises que tu n'es pas d'accord, parce qu'on est parfaitement d'accord. C'est à l'intérieur de l'homme qu'il faut voir la beauté. C'est le verre d'eau que quand tu l'as dit. Celui qui le regarde. Attends, temps. termine, Joseph, vas-y. C'est quand tu as dit que tu as plongé le verre d'eau et que tu ne voyais plus cette image que tu t'es mis dans la tête. Mais moi, je ne vais pas aller jusqu'à plonger le verre d'eau. Je garde l'image que j'ai vue. Tu as bien raison. Hein, parce que s'ils approfondissent, c'est vrai que si tu regardes une pâquerette, c'est magnifique, des fois une petite pâquerette de rien du tout. Si tu creuses, qu'est-ce que tu vas avoir de la terre, voilà. Et donc la beauté de la pâquerette va disparaître. Bien sûr. Et je reste plutôt sur ma première image. Ah, mais je te conseille pas. Donc la beauté, donc on revient quand même sur le truc général. La beauté, en fin de compte, c'est toi
te l'a fait sans approfondir. C'est tout ce que je voulais dire. Bah, c'est ce que j'ai compris. Elle est donc bien dans l'apparence. Merci. Elle n'est pas dans l'être, c'est tout ce que je Et veux dire. voilà. Un tableau n'a de beauté Alors, que dans les yeux de celui On qui va le maintenant enchaîner la discussion, donc allez-y, Dominique est là, on est là pour répondre à vos questions. Donc Hervé, ta remarque, Très s'il bonne te plaît. intervention. Ben, comme disait Goethe, un tableau n'a de beauté que dans les yeux de celui qui le regarde. C'est tout à fait superficiel et personnel. Ah, ça, tu ajoutes quelque chose. Ça veut dire que ce qui est beau pour toi n'est pas beau pour lui. Je suis pas sûr que ce soit Ben, vrai. après, c'est Moi, j'ai rarement vu des gens qui n'admirent pas un coucher de soleil sur la mer. le beau des Alpes Je n'est comprends. pas forcément le beau des autres. Je sais pas. Il faut poser une forme de question. Je sais que le monde dans lequel on vit, le monde capitaliste, te Alors, donnerait raison. Alors, En avant, disant, nous sommes tous enfermés chacun dans nos subjectivités respectives. Il n'y a rien de commun. Voilà. Donc je te dois rien, tu me dois rien. Hein. Alors, Je suis pas sûr que ce soit ça la vérité. au niveau de la méthode, On n'a pas ce d'héritage qu'on va commun. faire, comme on est dans un atelier, normalement un atelier c'est un endroit où on bosse quand même, on va essayer de bosser un petit peu. Si vous faites des remarques, essayez de formuler une question. Voilà, tout simplement, formuler une question, C'est ce que j'ai résumer dit. la problématique que vous essayez de... Ce que j'avais commencé à faire. Voilà. Donc, allez-y, hein, s'il y a des petites interrogations, des petites remarques, des petites, ou si vous avez besoin de précision sur ce qu'a dit Dominique. Tout à l'heure, en parlant bas, Aimé, oui. et en parlant du Petit Paris, tu disais que c'était peut-être la rencontre, enfin, vous en avez parlé tous les deux, la rencontre du propriétaire des lieux avec Notre ami italien. un ami italien qui avait déclenché Peut-être, je sais pas. quelque chose, peut-être ça. Mais si on revient mais très, très longtemps au niveau des... Qu'est-ce qui a pu déclencher chez l'homme cette envie de décimer dans les grottes? Bien, très bonne question. Dominique, Très bonne là-dessus, question. là. Non, je suis content de ce genre de questions. Parce qu'il y en a qui veulent tout expliquer par la nature. Maintenant. Ça, c'est les sciences cognitives. Vous avez entendu parler, c'est très d'actualité. Pour expliquer l'amour, la sexualité, on parle de phéromone. Moi, je dégage comme ça des trucs, et nanana. Mais non, il y en a qui expliquent tout comme ça. Et vice-versa. Hein. Donc, montez peut-être de Et donc, l'espace. je réponds à sa question. Les peintures sur les cavernes, naturellement, ça ne correspond à rien. Biologiquement, c'est pas du tout indispensable à la survie. Vous êtes d'accord? Pour survivre, il faut chasser, bouffer le renne, etc. Mais pas faire de peinture, c'est presque une perte de temps même, hein, par rapport à la survie. Oui ou non? C'est du luxe, c'est du superflu, C'est de l'inutile. diraient les sciences cognitives, du point de vue biologique. Ben, ce superflu, il était nécessaire pour nos ancêtres. C'est admirable. C'est ça l'homme. L'homme, c'est pas un blaireau. J'adore les blaireaux, c'est mignon, hein. On les voit trop rarement parce que c'est nocturne. Hein, c'est teigneux, attention, hein, ne vous approchez pas trop, ne mettez pas le doigt dans. Près de sa gueule, que ça mord vite. Mais c'est joli, c'est beau, hein, je fais un chemin de valeur. Je m'en tiens à son apparence, c'est un bel animal. Blaireau. Il y a un petit racisme hein, dans nos préférences. Mais oui, j'ai souvent pensé, vous voyez les enfants dire « Oh, il est mignon le nounours ». C'est joli le nounours, surtout un petit ourson. Puis un margouillat, un lézard, c'est bravo. Bah, il va. Et le racisme, il commence comme ça, parce qu'objectivement, un nounours, c'est peut-être plus dangereux qu'un lézard, voyez-moi. Dans la réalité, maintenant, si je quitte le monde de l'esthétisme, de la beauté, de la danse. Voilà, je rappelle au passage que c'est pas parce qu'on a la connaissance du beau qu'on a la connaissance du bien. C'est bien ça que tu avais soulevé avec Kant tout à l'heure. Oui, oui, on peut approfondir chez toi. Eh oui, ben voilà. Non, mais je dis parce qu'il y en a qui le pensent, que parce qu'ils sont des grands artistes, ils sont dans le monde du bien, que les autres sont des abrutis. Et attention, hein, il y a de grands artistes nazis, croyez-moi. Il y a eu. Je vous dis ça parce qu'on fait croire que le fascisme, c'est mon beauf avec la nuque épaisse, là, l'abruti. Non, 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 non. Les grands artistes nazis, croyez-moi. Beaucoup de gens aiment les Carmina Burana. Vous avez entendu parler de cette œuvre? Carlo, Voilà, oui. Même ceux qui n'écoutent jamais les classiques connaissent les Carmina Burana. Ça a été une commande du régime hitlérien. Il faut le savoir. C'était le musicien officiel du Reich, Karl Orff. J'ai rien contre cette. Ça ne veut pas dire qu'elle est laide, cette musique. Elle me plaît à moi aussi. Mais bon sang, je la garde comme apparence, moi. Hein. Voilà. Je ne me dis pas, tiens, le mec qui a fait ça, c'est un mec bien. Je ne franchis pas ce seuil. Vous voyez? Je ne confonds pas le beau et le bien. Mais alors, Dominique, est-ce qu'on peut confondre le beau et le vrai par contre?
Notamment, je pense alors peut-être à la poésie et peut-être à la beauté du langage de Rimbaud ou d'autres, mais on sent aussi qu'il y a quelque chose de vrai, mais qu'on n'arrive pas à dire, quoi, et qu'on est submergé par l'apparence, la beauté, mais on sent qu'il y a du vrai, quoi. Et souvent, on peut se dire, quelqu'un peut dire c'est beau, et l'autre peut dire non, c'est vrai. Une surprise avec des mystères alors, redoutables. Est-ce que tu peux nous faire des distinctions, nous clarifier un petit peu la relation que le beau et le vrai peuvent entretenir? D'abord, je vais rendre justice à Rimbaud, maintenant, parce que tu l'as cité, c'est toi qui l'as fait intervenir. Tu as cité le passage, je reviens donc un peu en arrière, hein, parce qu'il ne faut pas saouler notre public qui essaie de suivre et qui a bien raison. Il en était au moment où Rimbaud, assis la beauté sur ses genoux, et qu'est-ce qu'il verrait, pourquoi tout d'un coup il la trouve amère? Bon, on a vu que c'est parce que l'apparence, hein, quand on la met sur ses genoux, quand on la voit de près, donc quand on fait l'expérience du verre d'eau, il a bien raison de dire ça devient moche, tu vois. Voilà, hein, je l'ai injurié, je me suis enfui. Mais, tu as cité le début. Je cite la fin de la saison à l'enfer. Lisez ce texte admirable, c'est quelques pages de rien du tout. C'est un des textes les plus beaux qu'on ait jamais fait, et c'est tout petit. Et il a pensé qu'on ne publierait jamais, il l'a brûlé. C'est 30 pages. Hein. Ouais, voilà. Il l'a brûlé, heureusement que des amis ont eu le manuscrit et l'ont préservé. À la fin, je vous cite très court, hein, dans la conclusion, ceci est passé, je sais aujourd'hui saluer la beauté. Non, parce qu'il ne faut pas faire de Rimbaud quelqu'un qui est révolté contre la beauté, contre les femmes. Attention, hein. Au début, il la renvoie. C'est ce qui nous fait comprendre, hein, au début. Voilà. Au début, il la renvoie, il la trouve amère, il l'injurie, il y a tout ce que tu as dit, il mord la crosse des fusils, il appelle les bourreaux. C'est profond ce que je suis en train de dire, il faut qu'on passe tous par cette expérience-là. Il faut qu'on ait renié une chose, qu'on l'ait éloignée de nous pour pouvoir l'apprécier vraiment. Il y a une très belle phrase. Je passe à la religion, au christianisme, j'en suis pas, mais j'admire ça, la religion chrétienne, c'est admirable dans Pascal, l'un des plus grands philosophes chrétiens qui soit, penseur chrétien, c'est un penseur, plus murmuriste qu'un philosophe. Et Pascal a fait un texte admirable qui s'appelle Le mystère de Jésus, où il y a un dialogue entre l'âme et le Christ. Et l'âme désespère d'arriver au salut, au bien, elle leur fait du péché en elle. Et le Christ lui répond, console-toi, tu ne me... Écoutez bien cette phrase qui exprime ce qu'on appelle un mystère. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Si tu me cherches, c'est que ça y est, tu es chrétien, tu m'as trouvé. Ce qui est pas bien, c'est de ne pas chercher d'être content de ce qu'on est. Ben, c'est ce qui fait dire à Nietzsche, ce n'est pas votre péché qui scandalise le ciel, c'est votre satisfaction. D'ailleurs, dans l'Évangile, vous trouvez la parabole du pharisien et du plébéien. C'est le pharisien qui rentre dans l'église, qui prie de manière ostentatoire pour montrer qu'il fait partie des gens bien, qui croient en Dieu, qui connaissent leurs commandements, qui font leur prière. Et puis il y a le publicain qui reste à l'entrée, qui n'ose pas rentrer à cause de ses péchés. Et Jésus dit, c'est celui-là le vrai. Celui qui a honte de son ses péchés, c'est magnifique. Si tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Si tu es dans l'angoisse, dans le doute, dans la recherche, c'est que tu m'as trouvé. C'est magnifique. Hein, donc ne soyez pas pressés d'arriver à la fin de la recherche. Voilà. Rimbaud donc fuit la beauté, n'est-ce pas, hein? Il cherche à retrouver cette Éden, cette espèce d'âge d'or qu'il avait au début, et à la fin, il faut croire qu'il a trouvé quelque chose, puisqu'il dit cela est passé, je sais aujourd'hui saluer la beauté. Ne serait-ce pas une certaine nostalgie? C'est souvent ce qu'on a perdu qui nous manque. Oui, pour ça il faut le perdre. Il faut l'avoir déjà possédé, puis après le perdre. Mais oui, absolument. Parce que ce qu'on a eu comme ça, parce qu'on vous l'a donné, comme un héritage et tout, ça reste abstrait. Voilà. Bien sûr. Et oui. Il faut avoir souffert de Il y a beaucoup d'enfants qui ont les mêmes idées politiques que leurs parents et puis qui tout d'un coup prennent le contre-pied complet. Ils ont raison quelque part, il faut qu'ils se fassent leur opinion à eux, les enfants. Bien sûr. Ils ont raison. Et peut-être qu'ils vont retrouver la même opinion, qui sera la sienne, qui sera la leur, qui sera pour des raisons qui sont les leurs et non pas pour les raisons de leurs parents. Mais sinon les parents ne feraient que cloner et on serait tous comme Adam et Ève sans bouger depuis toujours. Il n'y aurait pas d'histoire, pas à reproduire à l'identique avec nos enfants ce que nous on a été. Alors que les bons parents, vous êtes d'accord, c'est ceux qui pensent que leurs enfants doivent aller encore plus loin, encore mieux qu'eux. Allez, voilà, une différence en bien. Donc voilà, hein, je réponds indirectement à ta question, mais tu vois le rapport avec la question que tu as posée. Quand je parle de l'italien, je ne pense pas que c'est l'italien qui a révélé à l'admirable artisan qui a construit cette maison depuis un an, qui en a fait le chef-d'œuvre de ses mains et de son amour, parce qu'il y a
Oui. Un amour de la beauté là-dedans. Hein. Il y a un amour d'une femme. Mais visiblement, le ritage, je fais exprès de le dire, c'est un Korski ou pas, a dû être utile pour la connaissance des matériaux, pour le goût, même pour les belles choses, qu'on aime souvent en Italie, qu'on aime décorer. Hein. Chez nous encore, je passe d'aller en vacances, je veux dire, les maisons sont un peu austères, hein, c'est un peu sinistre, c'est un peu maghrébin. Hein, je veux dire, en Italie, on aime bien mettre des fleurs, faire joli, etc. Voilà. Je rappelle au passage, il y a quand même cet avantage avec les Italiens de l'art de la décoration et de la maçonnerie en même temps. C'est pas tout à fait un hasard à mon avis. Là. Je ne sais pas, hein, je ne connais pas l'histoire, c'est italien, peut-être que c'était un marchand de machines à café, hein, je ne sais rien. Mais voilà, je fais l'hypothèse que c'était quelqu'un qui devait avoir du goût per le belle cose. Voilà, hein. Pour les belles choses. Oui. Alors oui, donc la relation Beauvray. Alors moi je me rappelle d'une anecdote avec... Oui, c'était un préalable, c'était pour en arriver à ta question sur Beauvray, mais je t'en prie. Je ne sais pas si tu connais Bertrand Vergely, qui est un philosophe qui a enseigné à Saint-Dizier, etc. Et il est revenu quelquefois à Saint-Dizier. Et j'avais été le voir là, et je l'avais... à l'abbaye de Trois-Fontaines, on nous parlait comme ça, et puis lui il allait souvent à l'abbaye de Trois-Fontaines, donc l'endroit où je t'ai emmené. Quelle merveille! Voilà. Et je lui avais dit comme ça, l'abbaye de Trois-Fontaines, c'est vraiment un lieu propice à la réflexion, quoi, ça. Il me regarde comme ça, et il me fait, non. Il me fait, d'abord la beauté. Oui, qu'est-ce que tu vas réfléchir? Qu'est-ce que tu vas réfléchir? Il a bien raison. Qu'est-ce que tu me fais chier à réfléchir? D'abord, réflexion, ça fatigue. D'abord la beauté. D'abord la beauté. Moi, je cherchais le vrai, quoi. Il va me dire un truc vrai. Enfin, oui, il me dit un truc vrai quand il me dit ça d'ailleurs. Mais lui, donc, il insiste d'abord en me disant on écarte le logos, on écarte tout ça. Tu me poses une question à laquelle j'ai déjà répondu. Mais tu n'as pas écouté. Non, non, je plaisante. Non, mais après, moi, je veux en venir justement à cette idée que quand on lit un texte, Rimbaud ou quelqu'un d'autre, on peut, et Rousseau par exemple dit, lisez-moi 2 fois, lisez-moi une fois pour le style, lisez-moi pour le style. Au moins 2, hein, je dis. Au moins deux. Mais attention, derrière, il y a quand même le logos, il y a quand même quelque chose, quoi. Donc quel rapport va entretenir justement ça, l'apparence, hein, avec la partie peut-être qui est un peu plus cachée sous l'apparence. J'en profite pour les jeunes, le beau et le vrai. Pour ceux qui ont le bac à passer encore, par exemple, ou ceux qui ont en charge des enfants qui ont le bac à passer, conseil à leur transmettre. C'est quand on a le commentaire de texte, tu comprends pourquoi j'en arrive là? Lisez-moi plusieurs fois. Quand on a le commentaire de texte, quand on a choisi ça, plutôt que la discerne, etc., c'est première chose à faire, de lire 7 fois. Je fais un chiffre un peu arbitraire, mais en tout cas plus de 2, vous voyez, 7 fois le texte sans aucune réflexion. Sans vos idées, sans machin, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Sans rien, rien que pour le photographier avec les oreilles, si vous voulez, là. 7 fois. Et quand vous avez commencé à faire votre commentaire, vous serez 10 fois mieux armé. Voilà, je commence par là d'abord comme prélude. Non, parce qu'on peut dire qu'il y a des philosophes comme Rousseau qui sont beaux à lire, puis il y en a d'autres, bon, on a un peu de mal déjà des fois à... Philosophile, c'est pas la beauté, c'est la vérité. Oui, d'accord. Justement, beauté, vérité, beauté, vraie, beauté, vraie. On est en train de regarder le rapport, mais j'ai résolu le problème tout à l'heure, mais tu n'as pas entendu, donc je répète. Et tu me fais répéter comme Rousseau disait, lisez-moi 2 fois, donc c'est très bien. Parce que c'était abstrait quand j'ai dit tout à l'heure, c'est maintenant qu'on va rentrer dans le concret. Quand j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu humiliant, le fait que quand je trouve qu'un objet est beau, est joli, bref, qui me plaît, ça revient au même tout ça. Si je le trouve joli, c'est qu'il me plaît. Eh bien oui, c'est qu'il me procure un plaisir dit esthétique, et pas tout à fait le même plaisir que culinaire, si vous voulez, mais enfin, hein, ou un plaisir financier. C'est qu'il me plaît quelque part, il vient remplir un désir. Je ne sais pas très bien lequel, mais ce qui est sûr, c'est qu'il me plaît. Il ne peut pas y avoir de plaisir s'il n'y a pas eu de désir préalable. Comment voulez-vous qu'il y ait du plaisir à boire s'il n'y a pas eu de la soif? Sinon ça donne de boire sans soif, comme dit le capitaine Haddock quand il veut injurier les idiots. Bien. Donc c'est sérieux. L'objet me révèle, donc il me dit une vérité sur moi. Je commence à répondre à ta question. C'est moi qui avais un peu répondu. L'objet beau exprime une vérité, et pas n'importe laquelle, la vérité de mon désir, bon sang. Donc je ne sépare pas beauté et vérité pour l'instant. Mais voilà, c'est une vérité que j'ignore. Et peut-être parce que je ne veux pas la savoir à la limite, parce que nous ne voulons pas connaître tous nos désirs. C'est bien joli de dire connais-toi toi-même, c'est bien joli de dire moi je vais aller voir un philosophe pour me connaître moi-même. Bon sang, attendez, il y a peut-être des tas de choses que j'ai pas envie de savoir de moi, que je ne suis pas du tout le mec idéal que je pense être, un type généreux, gentil, mais que je suis une crapule, peut-être, allez savoir. Hein?
égoïste, vaniteux, péremptoire, qui laisse jamais les femmes s'exprimer mais qui parlent à leur place. Les défauts des mecs, quoi, vous connaissez pas. Il y a Voilà. un adjectif. Vous voyez ce pour que je veux dire dire? ça. Donc, laissez-moi finir, parce qu'on m'a posé une question. Parce que sinon, ça m'embrouille. Oui. Que tu as une belle voix. Et comme j'ai mon côté musicien, je t'écoute quand tu parles. Ça me distrait. Et oui, et c'est pareil, dans les magasins, on met de la musique, soi-disant, pour que je consomme. Moi, je peux pas. Bref. Je suis sérieux quand j'écoute. Donc, très sérieusement, l'objet beau exprime une vérité. S'il le trouve beau, s'il me plaît, et dans la mesure où il me plaît, il me fait découvrir une vérité. Laquelle? C'est là qu'il faut commencer la recherche. Donc il va être une incitation, et là on n'est plus dans le beau, on n'est plus dans l'art, on n'est plus dans l'esthétique, on est dans la philosophie. Dès l'instant que c'est le vrai qui est recherché cette fois. À vos risques et périls. Vous avez une très belle préface à un roman que certains d'entre vous, certains ont certainement lu, qui est très connu, qui s'appelle Le Portrait de Dorian Gray. C'est pas un des romans les plus célèbres de l'histoire du roman d'Oscar Wilde. Lisez-le parce que c'est un scénario de film extraordinaire. Mais le film est bien aussi. Hein. Oui, voilà. Le mec qui est tellement beau, qui ne veut pas vieillir, alors, mais c'est pas grave parce que un peintre qui est amoureux de lui, un peintre homo, fait son portrait, c'est parce que les Anglais, fin du XIXe siècle, période décadente, c'est pas du tout péjoratif en matière d'art, qui fait son portrait d'une manière tellement fidèle que le portrait lui capte sa personnalité, et c'est le portrait qui vieillit, lui il reste beau, pendant des années et des années, il reste jeune, pardon, vous voyez, il ne se dégrade pas, c'est le portrait qui... Alors il le cache bien sûr, le portrait, il faut que personne ne le voit, parce que je ne dors pas s'en délie de tous ses péchés, de toutes ses habits de débauche. C'est magnifique comme scénario, ouais, on peut faire des films fantastiques, même un thriller avec ça. Je ne vous dis pas la suite, etc. Mais il y a une admirable préface d'Oscar Wilde, où il dit tout art est à la fois surface et symbole. Danger de plonger en dessous de la surface, danger d'interroger le symbole. Quiconque plonge en dessous de la surface le fait à ses risques et périls. Voilà mon rapport entre beauté et vérité. Le beau exprime une vérité qui n'est pas à sa place et qu'il faut remettre à sa place. C'est exactement ce que Freud appelle dans le rêve le déplacement. Tout rêve exprime une vérité de moi, mais une vérité qui n'est pas à sa place. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné hier, je deviens paresseux, je me répète. J'ai raison d'être paresseux, d'abord parce que je suis corse, je peux le dire ici. Et c'est pas vrai, hein. Il y a des cultures en terrasse en Corse qui bossaient avant les gens. Il n'y a pas de dose C'est depuis que le tourisme qui sont devenus paresseux les Corses. Depuis qu'on peut louer son garage à un Allemand et qu'on fait sortir. Bon, passons. Donc, et puis parce que je deviens vieux et fatigué. Je me répète. Un exemple de déplacement dans le rêve, ce que ça veut dire, c'est très technique et c'est précis. Admettons que je sois anglophone et j'ai une petite sœur qui s'appelle Daisy. Daisy, hein, c'est qui? C'est Donald qui est Oui. Ah, prénom féminin courant. Ça veut dire pâquerette aussi, vous savez. Les fleurs qui ne durent qu'un jour. Les belles choses, donc un matin, seconde rose, bref. Ne nous égarons pas. Admettons que je rêve que je foule un pied de pâquerette. Un pré, pardon, rempli de pâquerettes embaumées. Hein, je marche dedans avec des listes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de fouler, de piétiner ma petite sœur. Il se trouve que dans la journée, j'ai lu celle-là m'agace, je trouvais avec ses cris, ses caprices, je la pillerai. Oui, mais c'est ce que je fais dans le rêve. Je le fais, mais métaphoriquement, heureusement. Vous voyez, le rêve exprime une vérité déplacée. J'ai déplacé ma petite sœur, j'en ai fait une fleur qui a son nom. C'est bien au point le rêve, hein, comme mécanisme. Et en même temps, je ne suis pas coupable. Hein, je ne suis pas coupable, c'est monstrueux. J'ai ce titre de piétiner sa petite sœur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des progrès avec la civilisation, là, etc. Ben, je piétine des fleurs qui portent son nom, je la foule. Et ça me procure un plaisir. Voilà, un petit exemple de ce que c'est que le déplacement. Ben, le rapport entre beauté et vérité, c'est ça. Il y a peut-être des réalités redoutables derrière ce que la beauté va faire. Vous vous rappelez de ce film Mort à Venise? Peut-être certains d'entre vous. Le film... Visconti. C'est Thomas Mann. Merci bien. C'est pas Visconti. Du Marquis Rouge. Si, Visconti, bravo. Non. Oui, bravo, c'est sur une nouvelle de Thomas Mann, vous avez trouvé de raison, sur un texte de l'allemand Thomas Mann, mis en scène par le cinéaste italien Visconti. C'est une des plus grandes familles d'Italie, hyper communiste. Il y a comme ça des princes rouges, Visconti. Le même qu'a fait les derniers. Eh bien, il y a une épitaphe, juste pendant le générique, avant que le film ne commence, une citation du grand poète allemand Rilke.
Le beau n'est que le premier degré du terrible. Vous voyez le rapport avec ce qu'on vient de dire. Voilà. J'aurais pensé que tu nous aurais amené chez Platon, mais ton détour par Wilde et dans les profondeurs. J'aurais une autre question, si c'est Alors, possible. attends, Joseph, parce que Vite fait. Ben, non, mais on a le temps, parole Joseph, circule, attends, oui, c'est ça. voilà, Hervé a parlé, t'as parlé, j'ai C'est parlé. dommage parce qu'il pose de Hervé. bonnes questions, Joseph. Hein. Et si personne ne part, tu vas. Donc, mais on va d'abord donner la parole à ceux qui ne se sont pas exprimés. Donc, allez-y, même si vous vous sentez maladroit, même si vous ne savez pas, on sait qu'on ne sait pas. Si vous êtes maladroit, c'est que vous êtes bien à gauche. Donc, il n'y a pas de souci, c'est l'université populaire. Hein, donc, Est-ce qu'on peut dire la même chose du lait? Dans quel sens? C'est intéressant, la question. Je reprends ce que vous venez de dire, le beau exprime une vérité qui n'est pas à sa place. Est-ce que le lait exprime une vérité qui n'est pas à sa Exactement. place? Et quelle est Tout à fait. la relation? Est-ce qu'on est juste dans un monde Je suis très content de la que question. ce soit le lait ou le beau, finalement, on s'en fiche. Voilà. alors, pour Parce que c'est ça parti dit du quelque beau, on chose a de montré que ça pouvait être pour terrible. donner un exemple tout à fait, c'est le petit Paris. Hein. Moi, j'ai entendu des gens qui disent c'est laid, il faut dégager ça. Hein. D'accord. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais je crois que dans le sens de la question, c'était par rapport à ce que je venais de dire, que le beau est le premier degré du terrible. Là, que on commence par un nounours, c'est mignon, et puis un nounours peut vous arracher la tête d'un coup de griffe. Hein. En réalité, quand je sors du domaine de l'art. Et j'avais dit comme contre-exemple le marbouillard, vous vous rappelez? Le lézard, c'est pas beau, hein, un reptile. Eh bien, vous voyez, ce que je trouve laid, peut-être que si je regardais de près, je m'apercevrais que j'ai de mauvais sentiments. Si ça m'apprend aussi quelque chose, bravo. Parce que le lait et le beau, c'est pareil, c'est symétrique l'un de l'autre. Hein. Voilà. On est bien d'accord, merci pour la question. Quand je sais pourquoi je trouve quelque chose de beau, je sais aussi pourquoi je trouve quelque chose de laid. Voilà. On est bien d'accord. Très bonne question. Bref, je devrais être plus méfiant à l'égard des nounours et réhabiliter le pauvre Alors, marbouillard. peut-être sur cette histoire de lait, enfin pas vraiment, mais plutôt du défaut. Est-ce que finalement, pour relever la beauté de quelque chose, et peut-être dans le Petit Paris, c'est ce qu'on trouve, il ne faut pas s'intéresser au défaut, il ne faut pas s'intéresser. Est-ce que ce n'est pas le défaut qui va, à un moment donné, le défaut, l'erreur, et peut-être le lait d'ailleurs, la petite tache de lait, de différence, il va y avoir dans une espèce de symétrie, d'équilibre général, qui va, franchement, nous apporter quelque chose de plus consistant et nous envahir d'émotions. Et là, j'ai simplement une phrase de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Il n'y a pas eu beaucoup d'empereurs, non, hein, les stoïciens, il y a l'esclave philosophe, c'est Épictète, et l'empereur philosophe. Donc il dit ça, à propos du pain. Ainsi les objets acquièrent je ne sais quelle grâce et quel attrait par les accidents, même qui leur surviennent. Par exemple, le pain, quand il cuit, crève sur quelques points. Et il se trouve cependant que les trous qui se forment, et qui sont réellement des fautes dans l'art et le dessin de la boulangerie, présentent une certaine convenance et stimulent en nous l'appétit des aliments. Super. Ah ben là, on est au cœur du problème dont je discute souvent avec notre chère Miss Saveur. Ah, Excusez-moi, Cabré. vraiment une amie qui est consultante en matière de saveur, et qui a mis sur sa carte de visite exploratrice de saveur, donc on l'appelle Miss Saveur. Avec mon côté un peu macho, c'est pas bien. Donc, avec Miss Saveur, on en parle beaucoup parce qu'elle prépare une thèse qui s'appelle Éloge du pourri. On y arrive en plein, là. Les défauts, hein. Les alvéoles d'un Roquefort et les taches verdâtres de Moisy, mais c'est ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il donne le goût pour moi? Non, mais on pose le problème, prenons notre temps là, prenons notre temps. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark, c'est pas ce qu'il y a de plus mauvais, le pourri. N'est-ce pas? Si le vin n'est pas fermenté, il ne plairait pas, le raisin ne fermentait pas, ça ne donnerait pas le vin. Fermenter, c'est pourrir. Il y a un seuil quelque part entre le mauvais pourrir, hein, le souillé, qui est abominable, et, ça c'est trop tard, et quand c'est trop tôt, ce qui est encore trop vert, pas assez mûr, qui n'est pas encore arrivé à ce que la Bruyère appelle dans un texte admirable ce point de perfection. Il est dans l'art, comme dans la nature, un point de bonté ou de maturité. Excusez-moi. Il est dans l'art un point de perfection, comme de bonté ou de maturité dans la nature. Qui le sent a le goût parfait, qui est en deçà ou au-delà a le goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais goût, et l'on dispute les goûts avec fondement. La Bruyère, XVIIe siècle. Ça veut dire quoi? La figue, regarde ce fruit admirable. D'accord, ce que vous parlez. La figue. Et
il y a un point là, elle n'est pas encore assez sucrée, il ne faut pas encore l'accueillir, vous voyez, elle peut être encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pour une prune, ça peut être aussi pour les cerises, ça peut être pour des couettes, voilà. Hein, il n'y a pas encore assez de soleil, si elle casse pas la poule, synthèse du glucose n'a pas encore été assez prolongée, il n'y a pas encore assez de sucre. Mais si j'attends trop aussi, il risque d'être pourri, soit bouffé par les oiseaux et après gâté. Vous voyez, il y a un point de perfection, en deçà duquel c'est trop tôt, au-delà c'est trop tard. Il y a un rapport au temps. Dans ton histoire, le défaut, c'est ça. Quelque part, ce qui est admirable dans le défaut, c'est qu'il vient justement apporter quelque chose d'attrayant à la triste symétrie, la perfection au sens de achevé, terminé, qui ne surprend rien, bref, dans laquelle il n'y a aucun trouble. Après tout, c'est un élément de séduction entre les êtres, le trouble. Et comment voulez-vous troubler s'il n'y a pas un défaut? Si je ne suis pas pris en défaut, n'est-ce pas? C'est ce que dit Hippolyte. Vous savez, Hippolyte, dans le Phèdre de Racine, une espèce de petit imbécile qui croyait qu'il était dans la fête des femmes, de l'amour. Ça, c'est son père qui était un coureur. Mais lui, non, il trouve ça immoral. Moi, ce que j'aime bien, c'est courser sans milieu, comme ça, loin des femmes, loin de la cour. Mais quand tu récitais des fêtes moins glorieuses, il parle à celui qui l'a élevé et qui a été le confident de Thésée. Mais quand tu récitais des fêtes moins glorieuses, sa foi, ça veut dire sa fidélité, sa foi partout offerte et reçue en 100 lieues, Hélène à ses parents dans Sparte dérobée, Salamine témoin des peurs de Péripe, et tant d'autres dont les noms ils sont même échappés, un coureur théséen, trop crédules esprits que sa flamme a trompé, heureux si j'avais pu ravir la mémoire une indigne moitié d'une aussi belle histoire. J'allais dire petit con, excusez-moi, je parle français de mes couleurs. Ça veut dire quoi? Je décide dans mon père ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, je garde les monstres étouffés, les brigands punis, le héros, le mec, le Superman, là, comment on dit, Freddy 5, non pas Freddy, ça c'est l'erreur. Enfin bref, vous connaissez mieux que moi les séries, hein. Justicier, mais j'enlève toutes les histoires d'amour et de femmes, c'est quoi ça? Il castre son père, faut pas inverser les choses non plus. Heureux si j'avais pu ravir à la mémoire une indigne moitié d'une aussi belle histoire. Je coupe mon père en deux, hein. C'est pas moi qui invente, je n'interprète pas. Je vous ai dit qu'on gagne toujours à restituer la parole à la parole. C'est précis les grands textes. Voilà. Eh bien, lorsque enfin il tombe amoureux, quand il est pris en défaut, hein, lui qui se méfie des femmes, de l'amour, sensibilité, tout ce qui ramollit un peu là, lorsqu'il vient avouer son amour à qui? À la seule nana que son père a condamné à n'approcher aucun homme pour des raisons politiques. C'est la seule survivante d'une famille qu'il a combattue, le pas qu'elle ait des rejetons, donc pas d'amour, qu'elle n'a rien à voir avec l'amour. Il a interdit car ici soit en contact avec les hommes. Hein, et dès que la rumeur court que Thésée est mort, parce qu'il paraît qu'il fréquente le royaume des morts, enfin bref, on croit qu'il est mort, c'est la ruse, parce qu'il va reparaître avant la fin, et précipiter la catharsis, la catastrophe. Bien sûr, la première femme qu'Hippolyte va voir, c'est celle qui est interdite par son père, lui qui est le prince, qui est dans tout Athènes, vraiment à toutes les filles qu'il veut, si vous voulez, il est beau, c'est le fils du roi, il a tout pour plaire. Et il va trouver ici, n'est-ce pas? Et quand il lui dit mon arc, mon javelot, mes flèches, tout m'importune, je ne me souviens plus des leçons de Neptune. Mais ce gémissement font retentir mes voix. Peut-être le récit d'un amour si sauvage vous fait en écoutant rougir votre ouvrage. Vous savez comme il est narcissique. Hein. Il s'admire lui-même. Hein. Quel étrange captif pour un si beau lien. Ai-je pu résister au charme décevant alors que je en arrivais? Vous me décevez sur moi, vous me prenez en défaut. Je réponds vraiment strictement à ta question. Et c'est là qu'il devient amoureux. C'est quand il n'est plus le superbe Hippolyte, superbe et orgueilleux à l'époque, si vous connaissez votre latin. Mais lorsqu'il est pris en défaut, comme étant lui aussi, comme vous et moi, quelqu'un qui désire, donc à qui il manque quelque chose, donc à qui quelque chose que quelqu'un fait, défaut. C'est ça manquer, non? C'est avoir un défaut de... Parce que ça veut dire aussi manquer, le défaut, vous êtes d'accord? La faille. Voilà. Comment je réponds à ta chose. Donc il y a bien un lien entre le défaut et la oui, 2 secondes. Hein. Bien sûr. Essaye de formuler une question. Hein. C'est pas une question, c'est parce que tu as parlé de la figue. Oui. Alors la figue... Ça t'a plu ça, hein, la figue? Non, j'aime bien parce que je suis d'origine italienne, donc je connais les figuiers, je connais la figue. La figue, quand elle est sur l'arbre, qu'elle est belle, elle n'est pas comestible. Il faut attendre qu'elle
sa peau se craquelle, Voilà. que là ça va être une douceur. Qu'elle est pleine de défauts. Voilà, oui, c'est ouais. vrai, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que la beauté d'un côté, c'est beau à regarder, mais dès qu'elle s'enlaidit, c'est peut-être là que c'est le meilleur. On est bien d'accord. Super, super. Je vais la retenir celle-là. Hein. Je vais la retenir comme exemple, ça me changera de mes exemples répétés. Bon, et puis, dernier truc, et puis je laisse tomber après. Ah, bah, On a deux beaux départements, la Haute-Marne et la Meuse. Et c'est vrai qu'ils sont beaux, il y a des forêts, il y a des villages. Moi, je suis encore amoureux de vos pays. Que ce soit la Meuse ou que ce soit la Haute-Marne. Ce que je n'arrive pas à comprendre, et ça dans toute la France, tous les départements se sont battus pour pas qu'il y ait cette poubelle nucléaire, et qu'on a laissé faire pour détruire un peu ce pays. Je suis désolé de parler de ça, Bertrand, mais il fallait... non, bah, il a fait une question, allez. Une question que... Il ne voulait pas poser une question, il voulait lancer un pavé dans la mare. Voilà. Dans la mare du lac de Der. Hein. Allez, allez. Non, mais il faut quand même en parler de ce département qui est magnifique, Oui. que ce soit la Meuse ou la Haute-Marne, et que les générations futures ne vont plus le voir du même œil parce qu'il y aura ce nucléaire qui va... C'est tout ce que je voulais dire. On va pas ouvrir le débat sur le En attendant, oui, maintenant. reprenons dans l'histoire de défaut, hein, j'ai jamais fait la publicité pour dire qu'il n'y a que le défaut qui est intéressant. Hein, il ne faut pas nous le dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit que il y a un point de perfection où le défaut vient ajouter à la perfection ce qui lui manquait pour être délicieuse. Est-ce que c'est pas cette histoire de défaut, ce qu'on a voulu restituer par exemple avec les jardins à l'anglaise, le parc Birmenonville, à l'opposé des parcs français droit rectiligne, où on se dit que bon, la droite est belle, le triangle est beau. D'ailleurs, ta question est intéressante parce que les premières occurrences du mot romantique comme épithète, du point de vue occurrence dans les textes de l'époque, c'est un terme technique au départ, non pas un terme ni littéraire ni esthétique. Ça veut dire les jardins à l'anglaise, le mode romantique des jardins, par rapport au mode classique, qui est le jardin à la française. À l'origine, c'est ça. Quand Rousseau, qui est un des tout premiers à l'employer, il n'a pas du tout le sens que ça va avoir après, dit, pour parler du lac de Bienne, où il a vécu les meilleurs moments de sa vie, dans l'île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne, lorsqu'il dit les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et plus romantiques que celles du lac de Genève, parce que on y voit moins de vignes et de cultures, on y voit plus de forêts et de teigne. Ça veut dire plus sauvage, tout simplement, et la nature, l'anglaise. Tout à fait. Tout à fait. Où l'effort humain est pris en défaut. Hein, l'effort de rationalisation du décor, bien sûr. Peut-être j'ai le moins qui me... Et aussi, un architecte m'avait dit, je pense à cet exemple qui me revient tout d'un coup, un architecte qui m'a appris beaucoup de choses quand j'étais adolescent, parce que j'ignorais tout tout. Et dans Paris, il y en a peut-être sans doute ici aussi, mais dans Paris, il y en a beaucoup, comme dans les villes, très vieilles villes qui n'ont pas eu de bombardement, de destruction, des maisons très vieilles, au Moyen-Âge. Et vous savez qu'il y a le mur un peu bombé. Hein, il y a le mur qui s'évase au point que des fois on est obligé de mettre des étais en bois pour pas que ça s'écroule. Et il disait, ça c'est tragique, il dit, parce que moi comme architecte, mon rêve c'est de faire cette perfection, ce côté bombé, on ne peut pas faire exprès de faire une maison qui a vieilli. Voilà, je ne peux pas faire tout neuf une maison vieille. Voilà, c'est un peu la même chose, il dit, c'est une merveille, il dit, cette espèce de truc qui vient troubler l'angle droit prévu, avec une petite courbure, voilà, un petit tropisme, parce que tropos à l'origine veut dire courbe. Là, pour illustrer ton propos. Ouais. Ça me fait penser au Parthénon. Tout à fait. Bar-le-Duc a beaucoup de maisons comme ça. Tout à fait. Mais ça, c'est parce que c'est lorsque nous trouvons ça beau quand nous sommes presque trop envahis par la rationalité, par l'angle droit, si je préfère, hein, pour prendre la métaphore. Mais l'inverse, je voudrais qu'on parle tout de même, alors la beauté, hein, je voudrais qu'on parle des Grecs quand même. Oui, bah, j'allais t'emmener à Sougnon, j'allais t'emmener... Merci, surtout si tu parles de Sougnon, parce que je suis allé en Grèce tardivement, je veux dire, pour des raisons, je ne vais pas raconter ma vie, mais je suis allé un peu plus tard que j'aurais dû. Et pour une fois, c'est pas moi qui guidais d'ailleurs. Et on est arrivé au Cap Sougnon. Certains d'entre vous connaissent un peu, c'est à une cinquantaine de kilomètres d'Athènes. C'est un endroit où l'on voit tout d'un coup, un peu comme en Bretagne, très loin de la Grèce, l'infinité. Je veux dire par là qu'en Grèce, c'est très rare qu'on voit l'infini, c'est un peu comme la Méditerranée, la Corse, le paysage est fermé, il y a une presqu'île, il y a une anse, une baie, une rade, un îlot, vous voyez, le paysage, la vue ne va pas jusqu'à l'infini. C'est pas l'océan, c'est la Méditerranée. Et là, pour une fois, vous avez les trois infinis, la lumière, le vent, la mer, jusqu'à l'infini. Et bien c'est là que les Grecs ont construit le temple de Poséidon, le nom grec de Neptune. C'est-à-dire c'est là qu'ils ont fait l'angle droit. Ils ont osé faire ça. Ils ont tourné le dos à la splendeur de la nature. Ils ont fait le monde de l'homme. Ils disent ça c'est pour les dieux, c'est pas pour nous.
Ils ont fait ce monde qui est à nous. Ils ont aménagé le monde où nous vivons. C'est ce que je voulais rappeler quand même. Il faut dire du bien de l'angle droit aussi, et de la perfection. Voilà. À l'inverse de la flèche. Mais qui demande de l'effort. Toujours renouvelé, c'est pas la perfection acquise et héritée. Mais est-ce que chez les Grecs, donc le beau, c'est le sens de la mesure? Est-ce que c'est... On y est en plein. Voilà. Mettre une mesure, la mesure c'est le contraire de l'indéterminé, l'infini. C'est très bien ton exemple parce que dans tous les temples grecs, vous voyez, vous avez le Parthénon dans la tête, vous avez le tympan qui vient limiter la verticalité, l'essor vers le haut des colonnes. Vous avez le tympan qui vient ordonner une mesure. Ne va pas trop haut, mon grand, fais pas comme l'Icare. C'est périlleux d'aller trop haut. Ça, c'est les Grecs. Alors que les religions de la transcendance, christianisme, le clocher, la cathédrale, islam, le minaret, c'est un défi, ça va vers l'infini. Ça, c'est les religions de la transcendance. C'est nous, c'est les modernes, il n'y a pas l'Antiquité. Voilà, il faut le rappeler. Vous avez le choix. Alors, on va prendre encore quelques remarques. Allez-y, hein. N'ayez pas peur. Ne doit pas trop qu'on s'éloigne de ce chef-d'œuvre de l'art populaire. Oui, alors et la question sur Lascaux m'a beaucoup plu, parce qu'elle nous ramène à l'art populaire. Parce que tu as commencé par dire, le mec qui est là, il n'a pas appris dans un conservatoire, il n'a pas appris dans une école des beaux-arts, tu es d'accord? Tout à fait. C'est ça que tu as introduit. Eh bien, les mecs de Lascaux, ils ne disposaient pas d'école ni des arts et métiers, ni de peinture, on est bien d'accord. Donc, tu as très bien fait de poser la question. Oui, donc l'art populaire, c'est le ici et maintenant. Hein. Tout commence par l'art populaire, voilà ce que je veux dire. Oui, la poésie commence par les griots, mais griots africains dont je parle tout le temps, par le barde, par la haide, par la poésie orale. Ça a commencé comme ça, par nos grands-mères et nos grands-tantes. Certains d'entre vous, certaines s'en rappellent, qui avaient des répliques versifiées, rimées, vous savez, des proverbes, des maximes, qui sont rythmés comme des poèmes. Ben oui, hein, ça a commencé comme ça, l'art. Donc il faut quand même rendre au peuple ce qui est au peuple. Hein. Et il a un nom, le poème du peuple. Le poème qu'un auteur individuel ne peut pas signer. Ça c'est moderne, comme un artiste, comme un individu, c'est déjà un progrès de la modernité, non. Mais qui est tellement collectif qu'il se perd dans la nuit des temps. Ça a un nom, ce poème, c'est le mythe. Le mythos. Le mythos. Le mythe. Tous les enfants grecs, quand on racontait les exploits d'Achille, ils étaient comme ça, ils connaissaient par cœur, mais même s'ils avaient envie de le redécouvrir pour la première fois, quand on le racontait pour la Xème fois avec des variations, parce que ça plonge dans la nuit des temps. Et ça, c'est le peuple qu'en est l'auteur. Voilà, je voulais rendre hommage ici au premier des artistes, qui est quand même, n'est-ce pas, le démos. Moi, je me rappelais de la culture populaire, de la musique populaire, des danses populaires, et ce que tu nous avais dit sur effectivement qu'un certain style de musique qu'on peut entendre à Saint-Dizier comme à Berlin, à New York comme à Tokyo, était venu un petit peu balayer. Il n'y a plus de danse populaire, hein, il n'y a plus de musique populaire. Ça m'a été un peu brutal pour les jeunes rockers tout à l'heure, mais bon, tu me fais revenir là-dessus. Mais effectivement, et donc le Petit Paris, c'est art populaire, quoi. Hein, oui, mais c'est pas le même, parce que justement, parce que ça tu le trouves nulle part, le Petit Paris. Moi, j'ai jamais vu un truc comme ça ailleurs. Alors que tous les rocs ont la même mesure, 4 temps. Et ils ont les mêmes timbres, la corde amplifiée, que ce soit la guitare ou la guitare basse. Ça fait 60 ans que les jeunes ne connaissent qu'un timbre. Ceux qui écoutent du classique connaissent le hautbois, la flûte, le corps, ils ont l'oreille enrichie par des tas de timbres. Là, ceux-là, ils sont condamnés à un seul timbre depuis 60 ans. Je suis sévère, là. C'est d'une monotonie effarante pour une musique qu'on prétend transgressive, pas du tout. Elle fait que répéter, répéter, mais je sais bien que vous n'êtes pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Mais je t'attaque en plein en milieu, alors évidemment. Oui, tu vois, ça va être la guerre tout de suite. Les jazzeux, les rockers. C'est pas toi que j'attaque le fait qu'on t'a privé de faire des comparaisons avec d'autres musiques. Mais attends, laisse-moi finir quand même. D'accord. Laisse-moi juste finir, c'est pas pour parler du rock, au contraire. C'est pour dire qu'il existe à notre époque un phénomène, il me le rappelle, musical sans précédent dans l'histoire musicale humaine. C'est que les musiques populaires, dans leur diversité, dans leur riche diversité, elles étaient autrefois très différentes d'une région à l'autre. Il y avait plutôt le tango dans le sud-ouest, il y avait plutôt la java ou la mazurka en Alsace ou dans le pays du Nord-Est avec l'accordéon. Ça variait d'une région à l'autre, parce que musique populaire voulait dire à cette époque la musique qui exprime l'âme de ce peuple-là, comme une fleur ne peut pousser que sur ce terreau-là, sur ce climat-là, sur ce biotope, on dirait maintenant, là, ici et maintenant.
Alors que pour la première fois dans l'histoire musicale humaine, je vous le rappelle, depuis maintenant presque une génération, on entend les mêmes musiques entre 22h et 2h du matin à Tokyo, à Abidjan, on entend Michael Jackson par exemple, hein. Je veux dire, je repasse pauvre gamin, hein, je veux dire, qui danse très bien. À mon avis, ce qu'on voit est beaucoup mieux que ce qu'on entend, qui est monotone. Enfin, à Paris, à Stockholm, on entend les mêmes tubes, les mêmes succès, ici bien sûr, à Saint-Dizier, mais partout. Et donc ça veut dire que cette pop music est venue tuer les musiques populaires. Je fais exprès de jouer sur les mots. Parce qu'on écoute moi, je suis désolé. C'est bien, vous dites. Mais est-ce qu'on peut parler d'art populaire alors Oui, mais le rock n'est pas un art populaire. Non, Ou alors il y a 200 arts populaires, je vous laisse le choix, parce que je ne sais pas à moi de trancher dans la manière dont les est-ce gens que le parlent. Petit Paris c'est de l'art populaire comme Je le veux dire, facteur ou bien cheval, musique populaire veut dire musique écoutée par un grand nombre de personnes. Et dans ce cas-là, le rock est populaire. Oh, pas de souci, j'assume ce que je dis. Ou bien populaire veut dire qui exprime, alors dans le sens inverse, venant d'en bas, un peuple déterminé, que le peuple corse ou le peuple bragard, ben oui, ou C'est pas là-dessus que je voulais intervenir, c'est parce que tu as dit que dans le classique, il y avait beaucoup d'instruments qui intervenaient. de timbre, oui. Oui, de timbre. Alors qu'il y a des groupes de rock qui reprennent un peu le classique, alors en jouant de nombreux instruments de musique, mais ça, on ne les connaît pas, ces musiciens-là. Je sais bien, je les ai enseignés, ces groupes-là, je sais bien, Bon. je sais bien. Mais c'est pas ça qu'on écoute dans la majorité, va dans une boîte ce soir. Moi, j'écoute ça. Oui, mais attends, je suis en train, moi, pas de m'occuper de toi, mais de Ça va être dur avec Joseph. mais de millions de jeunes qu'on enferme dans des ghettos sonores, ce qui n'est pas pareil. Bien sûr, s'ils peuvent s'en libérer, ils ne demandent que ça. Et je suis désolé. J'ai rien contre le rock en lui-même. Non, mais si sont quand les jeunes, de ne pas écouter ce qu'ils devraient écouter, moi je suis éclectique, c'est-à-dire que j'écoute du classique jusqu'à la variété, le T'es rock. sauvé, c'est tout ce que je dis. Donc je parle pas pour toi. Moi, je crois qu'on est en train d'être. Alors, Aude, oui. On est en train d'être extrêmement pessimiste sur le comportement et l'avenir des jeunes. Et je crois qu'ils sont beaucoup plus malins que. Ah oui, bien d'accord avec c'est le mot. Pour avoir enseigné longtemps, je suis bien d'accord avec vous. Voilà, Parce que chaque fois qu'on les met en contact avec plusieurs musiques, ils font leur choix, croyez-vous. Et ils savent choisir Ils ce sont qu'ils loin veulent. d'être aussi sots que ce qu'ils nous montrent. Ils sont très débrouillés. Quand ils ont le choix. Je les ai jamais vus se tromper quand ils ont le choix, les jeunes. Vous avez parfaitement raison. Oui, il faut faire des. Je me souviens de mes petits Maliens et Nigériens, la larme à l'œil, me disant, monsieur, vous n'avez pas d'autres valses de Chopin, de partition que puisse jouer. C'est quand même, ça fait un drôle d'effet. Si un jour tu as l'occasion, tu recherches d'investment, Love Sculpture, tu vas Mais oui, te mais je vais régaler. bien, mais je vais pas bien. Tu vas te régaler. Moi j'écoute parce que je connais, mais moi je suis privilégié comme toi. Je parle pas pour nous. Non, mais les jeunes, j'ai rien contre les jeunes. Hein, Non, mais les jeunes, en même temps, ils ne regardent pas la télé, les jeunes. Hein. Non, Ils passent à la mais télé, les jeunes, dès que ça tape dans la rue, boum, ça écoute, et puis c'est tout, ça va pas plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur la beauté, l'éducation? Est-ce que ça s'apprend ou pas? Est-ce que c'est une chose? Est-ce que Bah, déjà, la beauté de la musique, ça s'apprend. Hein, il est-ce faut que savoir écouter, c'est selon c'est tout. vous quelque chose qu'on a en nous et qu'on peut exprimer? Est-ce que J'ai vu des musiciens. chacun est artiste. Des musiciens de rock venant demander à un musicien de jazz comment tu fais ces accords là. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais oui. Peut-être qu'il serait aussi nécessaire de mettre en valeur la différence de l'inné et de l'acquis. Ah, ça te tient à cœur. ça. Oui. Hein, hier déjà, c'était ça. Mais on recommence à zéro, c'est nature et culture. L'inné c'est naître, ça veut dire naturel, ça vient de naître, c'est ce qui est inné. Mais les Ouais, natures parce sur que- les cavernes, je crois avoir montré que ça vient pas de l'inné, c'est de l'art. C'est acquis. C'est acquis. Quand John Lennon il dit comme ça, pouvoir to the people, il dit pas n'importe quoi. Il essaye de donner un message Tout à fait. aux jeunes. Tout à fait. Tout à fait. On va pas rentrer dans le classique, parce que John Lennon, c'était pas vraiment du classique. Mais il essaye d'exprimer un message en disant que le pouvoir est au peuple, parce que le peuple est beau à regarder. Voilà ce qu'il disait à travers son truc. Non, mais moi je me régale avec John Lennon Mais non, parce on que par- j'écoute on les parle de la sonates de beauté. Beethoven, moi j'ai rien à On perdre. parle de la là-dedans. beauté, là. On est bien d'accord. Et John Lennon disait que le peuple était beau. Beautiful people. Non, c'est pouvoir to the of people. Moi, je sais C'était l'époque des beautiful people. Oui, ouais. Ah bah, What c'était you need les- is love, je connais par cœur. Ouais. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, faites l'amour et pas la guerre, ça va, c'est ma génération, je connais. Non, mais c'est ce que j'ai voulu dire. D'accord, à travers avec la ça. Les chemises à fleurs, etc., ça aboutit à la barbarie, tout ça. Voilà ce que je suis en train de dire. Ça aboutit Ça à la aboutit à guerre. un Front National à 60%, et oui, je vous dis, ça, c'est pas ma faute. Bah bon, J'ai pourquoi un ami philosophe qui a écrit sous les pavés Le Pen.
Et pourquoi que le classique, alors que Hitler écoutait, je ne sais plus quel truc là. Les valses de Strauss, c'est ça qu'il préférait, tu veux savoir. C'est-à-dire ce qui est le plus populaire en Allemagne du Sud et en Autriche. C'est les normal. valses de Strauss, que ma grand-mère Jamais adorait. Hitler. Ma grand-mère n'était pas nazie, la pauvre. Voilà, mais Hitler, c'est ce qu'il préférait. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait Hitler? Bien, alors s'il n'y a pas d'autres remarques, on va s'écouter. Donc, alors merci Dominique, quand même, merci à vous d'être là. Merci. Je voudrais remercier aussi la direction des musées de Saint-Dizier Ah oui, de nous Virginie, avoir autorisé à occuper ce Oui. lieu, car c'est quand même un privilège. Virginie, elle va nous faire une petite présentation peut-être alors du Petit Paris. Petit Paris Hein, Intérieur ou c'est- extérieur? Enfin, je dis juste un mot de conclusion. Donc notre prochain rendez-vous, donc ça sera le 23 janvier avec quelqu'un que tu connais très bien, Jean Salem. Dis donc, Oui, Jean Salem, Jean ça sera guéri, hein. Ah bon, bah, tu m'inquiètes là, parce que je n'étais pas au courant On qu'il peut était dire malade. qu'il a été opéré d'un cancer du cerveau récemment. Ah, d'accord, moi j'avais pas l'information, donc sous réserve, mais normalement, il C'est sera un immense philosophe, le fils de Henri Alleg, vous en savez quelque chose. des plus grands spécialistes de philosophie en Henri Alleg la avait écrit La Question, ayant été torturé lui-même pendant la guerre d'Algérie. Henri Alleg, c'est pas membre du Parti communiste à l'époque d'ailleurs, et qui est mort pareil, avait écrit La Question. C'est son fils Jean Salem qui enseigne à la Sorbonne. et qui est un grand Grand spécialiste monsieur. effectivement de l'atomisme antique, d'Épicure, de Démocrite, Bon, et il viendra nous dire s'il existe un droit au bonheur. Voilà. Ah. Le droit, le bonheur, ça paraît assez Intéressant. antagoniste, paradoxal, donc on verra ça avec lui. Donc ça c'est le 23 janvier à la MJC. Notre prochain rendez-vous, on espère que Dominique sera avec nous. il sera vivant, c'est ce que tu veux dire. Ah bah non, mais tout simplement, Je me suis dit que je ne passerai pas l'hiver depuis mon infarctus, je me suis dit que je ne passerai pas l'hiver. j'ai appelé la mort. Je l'ai fait un peu C'est arrangé. fantasmatique, mais quand même. Donc ça sera normalement à la librairie L'Arcelet, ça sera vers le fin février. Donc la veille d'ailleurs on présentera ce film avec Dominique à la médiathèque de Bettencourt, l'île du Peuple. Et donc ça sera sur éducation et connaissance là, à ce moment-là. Et puis donc au mois d'avril on fera donc aux ateliers de la vallée de la Marne, ateliers de réinsertion, ils font des palettes en bois. Éducation et langage, hein, ce sont des personnes aussi qui ont des difficultés. Il y a beaucoup d'illettrisme, mais voilà, on fera ça avec eux. Et le dernier, donc ça sera au mois de juin, ça sera normalement éducation et jeunesse dans les jardins ouvriers de la MJC, comme l'année dernière on l'avait fait. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours adhérer à l'Université populaire. Voilà, les petits bulletins sont là. Donc, Le DVD, donc là il n'y en a pas, mais vous pouvez toujours le commander ici. Voilà. Donc Virginie, si tu peux un petit peu maintenant nous parler Du décor du Petit Paris du par Petit exemple. Paris. Alors moi j'ai lu, alors je ne sais pas où il est, et Dominique l'a dit, qu'il y a une histoire d'amour. Donc la femme de Marcel Dieppe, il y a un nid d'amour, c'est ça, j'ai bien compris ou... Ah, je ne savais pas que c'est si précis, je suis ravi. Oui. Il y a Pour revenir un peu à son histoire, Marcel Dieppe a été marié 2 fois. Une première fois, il s'est installé à Eurville, on parlait d'Eurville tout à l'heure. tu vois, quelque chose. Et il a commencé là-bas, il avait je crois, un premier commerce, en tout cas sa maison à Eurville, avec sa première épouse. C'est là qu'il a commencé un petit peu à bricoler. Il n'avait pas encore rencontré, je crois, l'artiste. Puis, pour des raisons que j'ignore, il a divorcé et s'est remarié avec une femme qu'il adorait. Et mais il s'adorait. Qui l'adorait ou qu'il adorait? Les deux. C'est pas Les deux contradictoire. capitaines. Il s'adorait et il l'admirait, enfin, elle l'admirait énormément et lui avait pour elle voilà, il la chérissait. Et donc c'est pour elle qu'il a aussi acheté cette boutique ici, qui était une boutique à la fois de lingerie, donc on est dans les années 40, 50, et de costumes, si j'ai bien compris, pour les hommes, disons de vêtements, plus largement. Et donc, de textile dans l'ensemble. De textile, voilà, c'était une bonneterie. Et c'est aussi, bon, donc c'était son intérêt à lui, mais c'est aussi pour elle qu'il a commencé à décorer l'intérieur pour qu'elle puisse être dans un bel environnement. Et alors, je n'ai pas la temporalité exacte de ses travaux, mais il a travaillé sur cette maison pendant plus de 20 ans, petit à petit, extérieur, intérieur. Et on est vraiment dans une œuvre, c'est pour ça que je parlais d'œuvre vivante aussi, parce que c'est un travail qui s'est aggloméré, accumulé petit à petit. Il recevait beaucoup d'objets des gens du quartier. Il s'approvisionnaient en vaisselle notamment, puisque vous pouvez voir à l'extérieur, il y a des morceaux de faïence. En fait, ce sont très souvent des éclats d'assiettes, ce genre de choses. Et donc il faisait vraiment de la récupération. C'est un art de la récupération.
Et donc, je n'ai pas une fois de plus le détail de son cheminement, du parcours, voilà, petit à petit, comment est-ce qu'il a décoré les choses. Ce qui est intéressant après, pour rentrer un petit peu dans l'imaginaire de Marcel Dièvre, c'est tous les thèmes et toutes les thématiques qu'il développe. On voit qu'il y a tout un univers lié à la nature, on parlait tout à l'heure. Oui, alors là-dessus, excuse-moi, je t'interromps juste une seconde. Tu parlais de Sounion tout à l'heure, mais Dièvre, ce qu'il a fait, si tu regardes la façade du Petit Paris, donc elle est décorée. Il y a le temple grec là. Non, c'est pas ça. Donc à Paris, tu as l'Arc de Triomphe, tu as Les monuments. t'as le monde des hommes qui est là. Voilà, Et là, t'as quoi? exactement. T'as la nature là, t'as les animaux, T'as t'as les les arbres. arbres, il y a une t'as le renard, Oui, tout à il fait. l'a mis dans la cour. Tout à fait, tout à fait. Il l'a mis dans la cour. Non mais c'est dingue. Non, c'est C'est très bien c'est vu. tout à fait ça, c'est vraiment nature et culture. Il y a d'un côté, il était fasciné par Paris, parce qu'il s'approvisionnait Donc le à petit Paris Paris, bien sûr. et le petit Paris. Et donc il a pu y aller à plusieurs reprises et était fasciné par cette ville. Donc on a d'un côté la Madeleine, l'église de la Madeleine. Ah, c'est Et ça là, le temple, d'accord, voilà, c'est la et Madeleine. l'Arc de Triomphe. On pourra regarder, je crois qu'il y a Une tour Eiffel. la tour Eiffel, exactement. Donc on a cette référence Au monument de la à capitale. l'esthétique urbaine. Et de l'autre côté, on a tout cet environnement végétal qui se C'est très beau. propage partout sur les murs. On a une fable du corbeau. Tout à fait au point là, sur le point, il est voilà, en admirable. volume. Violent. Parce qu'il a aussi mis en volume finalement les choses, on n'est pas resté En relief, oui. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que tout est à la fois dans le cadre et hors cadre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il respecte enfin, voilà, c'est la restauration évidemment. Il respecte les surfaces, on a des aplats, voilà, tout est bien cadré, et en même temps, on sent qu'il Il déborde. Il déborde C'est sans super, cesse. oui. Et, Ça c'est c'est bien très fait beau. de dire qu'ils se propagent les Ouais. éléments végétaux parce qu'on a l'impression d'être envahi comme par une jungle ou des C'est lianes exactement parfois. ça, et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi dans son travail d'artiste. Petit à petit, lui-même s'est laissé envahir et a envahi l'espace. Mais il a bien fait. Et Et en haut, c'est pareil ou pas? En haut, à l'intérieur. L'étage, là, ouais, il a décoré. Là, ça n'a pas été. Là, Non. c'est blanc. Il Donc, s'est arrêté, y avait-il autrefois d'autres choses Ah, d'accord. Je fais juste une petite remarque pour l'intituler Le Petit Paris, il me dit d'une façon pour Paris. Et j'apprends qu'il a été petit commerçant au départ. Oui. Or, je me rappelle très bien, ceux qui approchent mon âge le savent aussi, quand j'étais gamin, il y avait beaucoup de boutiques en province, lorsque c'était des boutiques de fantaisie, des merceries, qui s'appelaient Au Petit Paris. Ah bah oui, donc il y a... Ça désignait presque, je ne dis pas une profession, mais une corporation quoi, de petits commerçants modestes qui avaient des petites fantaisies qu'on pouvait trouver en province, des choses qui rappelaient un peu l'ailleurs, Moi j'aurais la fantaisie, Paris. Quoi. J'aurais une remarque de sale marxiste. Tu es dans un quartier qui s'appelle Lannou, qui est un quartier à la fois de vignerons. Oui. Hein, donc ça s'appelle des truelles, ça s'appelle des voyotes, c'est des voies hautes, la haute, voilà. Et un quartier de mariniers. Et il y avait du commerce, hein, et donc tout le fer était transvahuté ici jusqu'à Paris, quoi. Hein. Il y a la voie navigable jusqu'à Paris qui fait que l'influence parisienne, elle était aussi réelle, prégnante dans ce quartier, et elle faisait vivre de matériel ce quartier, qui était vraiment. Bien sûr. Alors ce que vous ne savez pas, c'est qu'à Joinville, il y a aussi un Petit Paris qui existe, un magasin. Ben, tu vois, voilà. Voilà, c'est bien. Au Petit Parfaitement Paris, expliqué. c'est marqué, Et à un Joinville, il y a magasin. un Petit Paris, nous dit Joseph. Hein. Je savais pas. Sur la place de Joinville, là, vous allez sur la place, il y a un magasin qui s'appelle Au Petit Paris et ça vend du conneries. Alors ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il y a beaucoup comment dire, d'attachement de la population à ça. C'est un truc, il n'y aura pas un tag, il n'y aura pas un truc, tu vois. Oui, c'est un état de Et conservation qui est exemplaire. voilà, les gens, ils sont très attachés à ce truc-là. Mon fils l'appelle la maison pain d'épices, ouais, je vois qu'il passe devant. C'est pas bête, il y a un côté palais de oui, tartine. bah si, c'est Parce que quand j'étais sur internet, là j'ai demandé le Petit Paris, mais j'ai bien précisé Saint-Dizier. Et là ils m'en ont foutu une vingtaine de Petit Paris dans toute la France. C'est clair. C'est dingue, hein. Là, il y a un côté peut-être, toi ton fils dit pain d'épices, moi je dirais presque nougat un peu. Oui, c'est un gros gâteau, quoi. On se croirait dans un conte. C'est végétal. Merci beaucoup pour ces précisions. Virginie, merci beaucoup à Virginie pour ces précisions, je n'aurais pas inventé. C'est extrait, mais cette phrase de Marcel Dièvre qui dit
L'idée était là, elle ne faisait pas de répit. Il fallait que j'embellisse mes journées avec ses travaux. Non, je ne suis pas un artiste, j'ajoute juste un peu de couleur dans la grisaille de ces jours. Embellir. Hein. Vous avez vu cet effacement, cette humilité, quoi. Pas la fausse modestie, mais je ne suis pas un artiste. Le premier tocard maintenant se prend pour le génie. Je ne suis pas un artiste. Alors j'essaie d'embellir la grisaille, C'est c'est quand même magnifique. l'aspect- Dans les dernières années de... Et madame rappelait que Marcel Dier avait une paralysie à la main droite. Ouais. Donc voilà, il était passé Oui. effectivement à la Carrément. thérapie. Oui, d'autant plus que dans les dernières années de sa vie, il était relativement connu. Les télés arrivaient, il commençait quand même à avoir... Notoriété. Oui, il commençait à être un petit peu... C'est dommage que j'ai bien pas mérité. pu avoir les documents parce que ça aurait été intéressant de le voir parler à. Bon, c'était Jacques Martin qui faisait les Tours de France pour trouver quelque chose d'original. Et il a vu que le gars qui peignait là tous les jours devant sa porte, assis là, il en a fait un documentaire, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Doit être dans l'INA. Ouais, il est dans les archives de l'INA. de l'INA. Mais c'est intéressant hein, ce qu'il dit hein, quand même. hein. Voilà, alors je vous signale aussi que Dominique a écrit un livre sur Hegel, et il Oui, parle oui, aussi celui-là. beaucoup Des femmes. et C'est la féminité communauté. T'as Et- rencontré et d'esthétique, hein,